concept sort et retour très négatif. Même quand on fait tout bien, on peut avoir une crise injuste qui nous tombe dessus. Honnêtement, dans ma vie de tous les jours, personne ne calcule jamais. Fréquemment, c'est un peu la peur de... Je me rends compte d'un truc, c'est que je peux pas pitcher ma chaîne. Pourtant, t'as essayé très longtemps et t'as eu envie que ça marche pendant très longtemps, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Créateurs Entrepreneurs, le podcast où on interviewe des créateurs de contenu pour parler de leur expérience, de leur parcours, de ce qu'ils font actuellement, ce qu'ils feront dans le futur et de leur business aussi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adam. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne sauraient pas ce que tu fais dans la vie? Malheureusement, il y a certains qui osent ne pas savoir. Je suis choqué. Enchanté. Merci pour l'invitation. Avec donc, plaisir. Adam Brosse, créateur de contenu. J'analyse la pop culture et les cultures médiatiques au sens large sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des séries, des films, mais aussi des créateurs de contenu. Donc, je suis un créateur de contenu qui parle de créateurs de contenu. Et à côté, je suis consultant en réputation, communication de crise. Pareil, toujours pour les créateurs de contenu. Je crois que, ouais. Ouais, je pense que c'est un bon tour d'horizon. On va y revenir un peu. Tu as écrit notamment un mémoire autour de la relation parasociale. On développera ça un peu plus tard. Je pense que c'est super intéressant dans cette optique de parler de créateurs de contenu, de créateurs économie de manière un peu plus large. Pour commencer un peu à la base, comment tu as commencé à créer du contenu? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, OK, le petit Adam a lancé une caméra et s'est dit, allez, je vais raconter des trucs? J'ai commencé du coup il y a très longtemps. Là maintenant, je perds le fil des années. En fait, à chaque fois, je donne une date différente. Okay. Ça donne vraiment l'impression d'un mytho qui... Non, j'ai commencé donc 2011-2012, je pense. Donc j'avais 11-12 ans. En gros, j'étais en 6e, quoi. Et j'ai commencé avec des potes à l'origine. Parce que donc moi, je consommais à fond YouTube. Notamment la première génération, les podcasts, etc. Il y avait un truc dont j'étais méga fan, c'était Very Bad Blague, donc le Palma Show, qui a commencé d'abord sur Dailymotion et YouTube, mais qui était passé à la télévision déjà à ce moment-là. Et en fait, j'avais grave envie de faire des parodies de Very Bad Blague, donc de reprendre le concept, mais juste de trouver d'autres angles, etc. Et j'avais une caméra qui traînait chez moi, le fameux cliché, quoi, et un ordinateur. Et avec des potes en après-midi, j'ai dit, venez, on se filme et on fait une parodie. On a fait une deuxième, une troisième, etc. Et en fait, moi, ça m'a plu très vite. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. En tout cas, c'était vraiment ça le déclic. Et tu commences ça avec des potes? C'est publié sur Internet derrière? Ouais, direct sur YouTube. Direct la chaîne YouTube qui est la même que celle que Ok, t'as gardé la même. J'ai gardé la même. Alors, ça s'appelait pas Adam Brosse à l'époque. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et de toute façon, même YouTube n'avait rien à voir à l'époque. Parce que, sûr. Pareil, tous les YouTubeurs un peu OG le disent, mais... Évidemment, à ce moment-là, zéro business plan, en fait, on va faire de la monétisation. Pas du tout. C'était vraiment... je crois que les vidéos, je les ai publiées, elles étaient en 360p ou en 240p, et je voyais même pas le problème. Donc non, c'est vraiment à ce moment-là. Et effectivement, direct sur YouTube, en public, ça faisait un énorme buzz de 75 vues, voire 100 vues. Mais ce qui est pas mal pour l'époque. Le lien qui a été envoyé aux copains, et c'est comme ça, parce que à l'époque, t'as pas forcément un algo qui pousse beaucoup des nouveaux créateurs. C'est une époque où ça parlera à certains de YouTube qui bloque à 301 vues. Ouais. On en parlait juste avant ensemble, de fake vidéos de gros YouTubeurs avec juste, en fait, c'est une mini affixe, par exemple, Cyprien, podcast sur les toilettes, et donc du coup, on clique dessus, en fait, il n'y a rien du tout. Ouais, et YouTube le recommande quand même parce qu'il n'est pas capable de comprendre que la vidéo n'intéresse pas les gens. C'est ça. Et du coup, tu vois que ça a beaucoup évolué. Et c'est aussi un YouTube où, à l'époque, on parlait les youtubeurs étaient payés 1 euro les 1000 vues, etc. Ça paraissait délirant, etc. Alors que maintenant, un RPM de 1 euro, tu fais un peu la tronche. c'est toi le spécialiste. Mais ouais, à l'époque, il y avait même... C'était encore la question de... Est-ce que les youtubeurs sont payés? C'était même pas encore le 1 euro les 1000 vues. Je me souviens que le 1 euro les 1000 vues, il vient même avec après les poissons féconds, etc., qui avaient fait un peu une vidéo sur le vrai salaire des youtubeurs et qui avaient un peu lancé ce mythe. Mais ça, c'est vraiment, je pense, bien 3-4 ans après, quoi. Ouais, ok. Donc moi, c'était vraiment YouTube préhistorique. Vraiment au moment où je me lance, en tout cas. Il y a cette première vidéo, ça continue un peu? Ouais, ça continue. En fait, on continue à faire ça. Ensuite, on se met à faire une parodie de la web-série Le Visiteur du Futur. Donc, pareil, Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Parce que ça, je pense que c'est vrai. T'es en train de me sortir des refs de nerd de YouTube. Il y a eu un film qui est sorti au cinéma, quand même. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Non. C'est une web-série Retour vers le futur, en vrai. C'est...
c'est juste une web-série donc faite par François Descraques, Raphaël Descraques, Florent Dorin, qui ensuite ont travaillé par exemple pour Golden Moustache. Je pense que ça parlera peut-être plus aux gens. Et qui raconte un mec qui vient du futur et qui embête un gars. Et c'est vraiment pareil, c'était cette vibe de ces 5 mecs qui, eux, pour le coup, donc, étaient plus âgés, sortaient d'école de cinéma, qui n'avaient pas d'opportunité et se sont dit, bah, on va prendre notre caméra et on va la créer nous-mêmes. Et j'avais trouvé ça trop rafraîchissant, j'avais kiffé. Et donc, on s'était mis, pareil, à faire une parodie avec mes potes. Donc, l'objectif, c'était de réussir à réutiliser les codes, les tourner en dérision. Et c'est ça qui m'a appris aussi à faire du montage. C'est, par exemple, dans Le Visiteur du Futur, il apparaît et il se téléporte. Et bah, moi, il y avait ce truc de, OK, comment je fais pour qu'il y ait quelqu'un qui se téléporte sur une scène? Bon, très vite, j'ai compris, bah, en fait, tu filmes sans, et ensuite tu le filmes avec, et tu mets une petite transition, quoi. Mais sur le moment, c'est moi, à 12 ans, devant un ordinateur, qui est en mode, OK, bah, là, faut qu'il se téléporte, je sais pas comment faire. Donc c'était ça, les premières bases de l'apprentissage. Et donc, du coup, tu montes sur quoi à l'époque? iMovie. Ok. iMovie. J'avais la chance d'avoir un Mac. Ouais, c'était. Exactement. Et rapidement, je passe à Final Cut et que j'ai pour de mauvaises raisons, mais que j'ai pas lâché depuis, quoi. Ok. Parce que flemme de passer sur Adobe, Exactement. quoi. Ouais, Et peu de plus-value à passer sur Adobe Bien vu sûr. ce que je fais en termes de montage, en fait. Genre, je me sens pas du tout limité par Final Cut. Il y a aucun moment où je suis en mode, ah, ça, j'aimerais bien le faire, mais en fait, avec le logiciel, je peux pas. Donc, Donc, il n'y a pas vraiment de. non, tu d'intérêt. tu sautes pas le pas. Ok. Non. Et après, donc, c'est parodie du Visiteur du Futur. Alors, après les parodies du Visiteur du Futur, donc tout ça, je suis encore au collège. Ouais. Ensuite, je me mets à faire des vidéos plutôt solo parce qu'on n'est plus dans les mêmes classes avec mes potes et du coup, ça devient un enfer pour se retrouver, organiser les tournages, etc. Donc, je reprends la chaîne à mon compte, sachant que j'ai pas fait un vol de chaîne dans le sens où c'était toujours moi qui avais créé et qui faisait les montages et tout, mais je la reprends vraiment en perso. Et là, je me mets pareil à faire des parodies de youtubeurs. Donc en fait, j'ai repris les analyses de Seb, j'ai fait une parodie de What the Cut à l'époque qui cartonnait, et c'était super parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre les codes de YouTube et de qu'est-ce qui fonctionne dans les vidéos que j'aimais. En mode de What the Cut, tu le regardes, tu kiffes, mais en fait, quand tu as 13-14 ans, t'es pas capable d'identifier vraiment ce qui fait que c'est bien. Or, quand tu es confronté au fait de refaire la même chose, là, d'un seul coup, tu es obligé de te poser la question de OK, pourquoi la blague elle fonctionne? OK, en termes de rythme, de montage et tout. Et donc, je me mets à faire petit à petit des parodies de youtubeurs. Ça marche toujours pas, à part quelques parodies qui percent un peu parce que bah, y a les noms des youtubeurs en titre, etc. Mais globalement, c'est naze. À côté, je me mets à faire un peu du divertissement au sens large. En gros, je me cherche, quoi. Genre, je sais pas vraiment ce que je veux Ouais. faire. Tout le collège, etc. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais je m'améliore en montage. Je deviens plus à l'aise devant la caméra. Et en fait, c'est au tournant au lycée, je me mets à aller beaucoup au YouTube Space qui existait à l'époque, qui était donc pareil, pour ceux qui n'ont pas connu, un espace de partage et d'entraide créé par YouTube, qui n'était pas très loin d'ailleurs de là où on enregistre, dans les locaux de YouTube, où ils faisaient des conférences, des workshops, etc., complètement gratuits, qui étaient accessibles très facilement. Et donc, je commence à échanger avec des créateurs et je me rends compte d'un truc fondamental, c'est que je ne peux pas pitcher ma chaîne. C'est-à-dire que quand on me demande « tu fais quoi ?» et bah, je suis en mode je fais un peu de divertissement, mais je fais. Et en fait, c'est pas clair, quoi. Et je vois que les gens, ils comprennent pas ce que je fais, que moi-même, je comprends pas ce que je fais. Et je me dis, ok, en fait, il manque une identité à ma chaîne. Il fallait que je trouve quelque chose, quoi, qui me démarque. Mais au même moment, on a justement les créateurs, les Antoine Daniel, etc., qui commencent à être confrontés à une situation où ils sont enfermés dans un format et ils n'arrivent pas à en sortir. Et donc, en gros, moi, je suis au milieu de ça, dans le truc de il faut que je me trouve un format, il faut que je me trouve une niche, mais il faut que je trouve un truc assez large pour que dans 5-10 ans, je puisse continuer à le faire et pas m'ennuyer et pas me dire bah mince, en fait, je suis enfermé. Et j'ai eu l'idée tout simplement en regardant autour de moi dans ma chambre et en me disant ok, c'est quoi le truc qui te plaît? J'avais essayé de lancer une chaîne de foot, mais à cause des droits, c'était un enfer parce que toutes mes vidéos se faisaient striker. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui peut rassembler un peu toutes mes passions? J'avais déjà commencé à faire des vidéos qui analysaient un peu les youtubeurs. Et je me suis dit, bah, en fait, le terme de pop culture et l'analyse de la pop culture, bah, à l'époque, il n'y en avait pas trop qui faisaient ça sur YouTube, en France, en tout cas. Il y en avait aux États-Unis, mais il n'y en avait pas trop qui faisaient ça. Il y avait évidemment des chaînes cinéma, il y avait même des chaînes séries, il y avait des chaînes qui analysaient la musique, mais au global, il n'y en avait pas trop. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est parfait parce que c'est tellement large que même dans 5-10 ans, ça continuera à m'intéresser.
Et du coup, j'ai commencé à faire des formats autour de ça. Et tu commences du coup, donc ce pivot-là, tu le fais lycée? Ouais, j'étais en seconde, donc 16 Ok. ans, 15-16 ans en gros, je commence. Ça marche pas. Encore, quoi. Et là, donc, on est à un moment où ça fait 5 ans que je fais des vidéos et que ça marche pas. Donc, Et que tu as envie que ça marche. et C'est j'ai le envie truc. que ça marche. J'ai Ouais. envie que ça marche, pas dans le sens, j'ai pas envie que ça explose, mais je passe beaucoup de temps dessus et je suis en mode, j'ai envie que les gens le voient. Et c'est ce que je dis toujours sur, même parfois avec des abonnés, j'en parle, où je dis, ah, je suis dégoûté, cette vidéo, elle a pas marché, etc. Et ils me disent, mais c'est pas grave, les vidéos, tu les fais pour toi. Je les fais pour moi, mais je les fais aussi pour les autres, sinon je les garde sur mon disque dur, en fait. Oui, c'est ça. Genre, si j'ai envie de faire une vidéo pour moi, je la fais, je la Tu la garde. postes pas. Ouais, c'est ça, je la regarde, je suis en mode, waouh, c'est cool. Et c'est fini. Si je la poste, c'est pour qu'il y ait des gens qui le regardent, et si possible, entre guillemets, un maximum de gens qui le regardent. Donc, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Et à chaque fois, des périodes de remise en question, ok, qu'est-ce que je fais mal, etc. Alors que mes vidéos, elles étaient pas bien. Enfin, c'est aussi pour ça que ça marchait pas. Et donc, je lance ce nouveau format. Ça marche pas non plus. Mais énorme coup de pouce du destin. En fait, à ce moment-là, il y a la Vidéo City Paris. Pareil, remise en contexte. Qui est le premier salon des youtubeurs. C'est la Paris Games Week des youtubeurs. Et sur place, je croise une abonnée. Donc, parmi mes 1000 abonnés, assez improbable, et qui me dit, en fait, il fallait gagner des tirages au sort pour avoir des dédicaces avec les plus gros youtubeurs. Ouais. Et qui me dit, j'ai gagné une dédicace avec Doc7, j'ai un train à prendre, je peux pas y aller, vas-y et pitch-lui ta chaîne parce qu'à l'époque, Doc7, avant chaque début de Et vidéo, il mettait en avant des ouais, créateurs. il mettait en avant des créateurs dans un truc qui s'appelait Salut Internet. Je me dis, bon, ça me coûte rien d'y aller, quoi. J'y vais, je lui pitch, et il me dit le fameux, envoie-moi un mail. Et bon, je le connais, là, envoie-moi un mail. Il veut dire, je vais pas te dire non tout de suite, mais je vais pas te t'auras dire. pas de réponse, Mais quoi. t'auras pas de réponse. J'ai envoyé mon mail, j'ai pas eu de réponse, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, je continuais ma vie. Et 3 semaines plus tard, en fait, bah, il me partage dans un salut internet, et ma chaîne passe de 1000 à 10-15 000 abonnés. Et en fait, notamment à l'époque, YouTube mettait très peu en avant les petites chaînes. Maintenant, ça a changé. Maintenant, avec une petite chaîne, si tu arrives avec une belle vidéo, un bon titre et tout, ça peut exploser. En tout cas, ça peut marcher. À l'époque, franchement, quand tu faisais 200 vues, tu faisais 200 vues. C'est genre, tu pouvais avoir le bon titre et tout. Et là, en fait, d'un seul coup, je passe dans la face émergée de l'iceberg de YouTube. Je deviens un peu visible. Et ensuite, bah, ça a été juste crescendo jusqu'à aujourd'hui. Et tu as eu une croissance qui était Ouais, quand exactement. même assez régulière et pas une explosion comme tu peux avoir chez certains. C'est vrai que tu as un YouTube à cette époque qui fonctionne différemment, où genre c'est un peu un Twitch d'aujourd'hui, pour être recommandé, mis en avant, c'est très compliqué. Ça passe par soit faire des feats avec d'autres personnes, soit que quelqu'un te mette en avant parce que tu as un coup de bol ou un truc comme ça, mais genre peu de créateurs émergent entre guillemets par eux-mêmes sans une recommandation extérieure. Donc Ouais. chose qui a changé aujourd'hui, et même je confirme à ce niveau, parce que dans le podcast qu'on a fait avec Mux, Ouais. où il parlait notamment du lancement de sa chaîne secondaire, tu vois, première chaîne, après bien sûr il a les codes, il sait comment ça marche, ce genre de choses, hein. Il y a Ah, bien l'expérience sûr. aussi, Non, mais genre à l'époque, même si Ouais. tu savais tout bien faire, ça allait être compliqué d'être mis en avant. Aujourd'hui, il lance une chaîne secondaire, c'est une cible totalement différente de sa chaîne principale, et la première vidéo elle fait 100 000 vues, 150 000 vues assez rapidement, tu vois, en 30 jours, un truc comme ça, de rien. Ce qui aujourd'hui est possible, mais à l'époque... Impossible. Encore une fois, ouais, sans partage, sans rien, même avec la meilleure cible, c'était impossible de faire 100 000 de nulle part. Tu pouvais pas sortir vraiment de nulle part. Donc, soit c'était et c'est là où le partage humain, avant, était beaucoup plus important. C'est pour ça qu'avant, les youtubeurs, ils étaient partagés sur votre mur Facebook, partagés sur Twitter, etc. Aujourd'hui, on le sait, une vidéo, elle fonctionne pas parce que les gens se la partagent. Ou en tout cas, très très peu. C'est vraiment à la marge. À la limite, c'est plus si jamais il y a du clipping autour de ta vidéo, ou il y a du react sur Twitch. Mais il n'y a pas ce côté, tiens, vas-y, je vais envoyer une vidéo à un pote, ou machin. C'est pas ça, en tout cas, qui va la faire exploser. Ça peut l'aider, mais moi, j'ai jamais vu une vidéo qui a explosé grâce à ça, quoi. Non, naturellement, c'est parce que les gens restent dessus, réagissent, et donc naturellement, à un moment, ça fonctionne. Et donc, tu as cette mise en avant, pour toi, ça fonctionne. Et en fait, dans cet univers un peu pop culture, tu mets pop culture un peu classique de films, séries, œuvres, pop culture un peu générale, et en même temps, tu parles de culture d'Internet, et même de YouTube en soi. Je sais pas si tu le ressens comme ça, j'ai l'impression que du coup, en fait, il y a deux typologies de sujets sur ta chaîne.
Soit tu vas parler de pop culture, soit tu vas nous parler de youtubeurs. Tu le rassembles sous une même bannière ou est-ce que pour toi c'est identifié que c'est deux sujets différents? Moi, je la rassemble sous une même bannière, c'est pour ça que je parle de culture médiatique. C'est-à-dire que je peux techniquement, pareil, aussi parler de chaînes télé ou C'est vrai. d'émissions télé. Et bah, les émissions télé, je les mettrais pas non plus dans la même case que les séries et les films, ou même que la musique, dans le sens où c'est pas un art. Mais je les mettrais pas non plus complètement dans la même case que les youtubeurs, et c'est vraiment plus média en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, oui, en fait, la typologie de mes vidéos influenceurs, elle se démarque parce que déjà, c'est les vidéos qui marchent le mieux. euh, et parce que, effectivement, notamment quand on travaille dans la creator economy, je pense que ça se démarque du lot. Mais je sais pas si pour un viewer moyen, il voit tant que ça, entre guillemets, la différence. Je sais pas, moi j'ai un certain œil, tu Bah, vois. c'est C'est pour pour ça. ça que genre, je pense que Mm. j'ai pas un œil Mais extérieur du tout. je suis pas sûr que pour quelqu'un de moyen, en fait, c'est juste Adam Bros analyse un truc, quoi. Ça peut être la dernière vidéo d'Eric Ramsey, ou ça peut être le dernier album d'Orelsan. Les deux, je les aborde. En plus, les deux, je les aborde de la même manière. C'est-à-dire que je fais pas. En tout cas, moi, je fais pas de différence de traitement. C'est-à-dire Ok. que dans la manière dont j'aborde mon sujet, dont je vais le travailler, etc. Les vidéos YouTube, ça va avoir une spécificité qui est que ça va être plus difficile de vraiment analyser parce que bah, très souvent, ça reste quand même un contenu de divertissement, ça reste l'analyse d'un personnage public, ce qui est forcément plus dur, entre guillemets, à analyser qu'une œuvre qui a été pensée pour avoir un message plus profond. Mais techniquement, je vais dans les mêmes endroits pour chercher mes sources, j'utilise la même méthodologie et je les market de la même manière. Est-ce que tu peux nous faire justement un peu le process de création d'une vidéo, de se dire, ok, comment est-ce que tu choisis ton sujet en disant, bah ça vaut le coup que j'en parle. Ouais. Comment est-ce que tu décryptes ton truc? Parce que tu as une manière d'amener les choses qui est quand même assez différente, où tu essayes d'avoir une approche, j'ai du mal à te définir, mais j'ai presque envie de dire scientifique, de tu t'appuies beaucoup sur des articles, sur Ouais, académique. des... Voilà, académiques, je pense que c'est le bon terme. Et du coup, vu que tu as cette approche particulière, que tu décrives un peu tout ton process, qui peut être différent de certains autres créateurs de contenu. Carrément, bah, en fait, les sujets, il y a deux types. Soit c'est des sujets que j'identifie à l'avance. Par exemple, là, au moment où on enregistre, hier, j'ai vu le film d'Orelsan en avant-première. Il sort dans 2 semaines. Il est bien? Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ok. Il y a je sais qu'il va y avoir une vidéo dessus. Et genre, au moment où la date de sortie a été annoncée, je l'avais noté dans mon calendrier. 3 jours après, je savais qu'il y aurait une vidéo YouTube dessus, entre guillemets, quoi qu'il arrive, hors exception. Donc souvent, c'est des vidéos que je peux identifier des mois à l'avance. Et donc techniquement, je vais commencer à réfléchir au sujet un peu des mois à l'avance, etc. Et comment tu sais? Je te coupe, désolé. Non, non, pas de souci. Bah déjà, maintenant, avec le temps, je pense, enfin, mais encore une fois, on sait jamais, hein. Je pense savoir ce qui va pouvoir plaire ou pas, et ce qui va être intéressant ou pas à analyser. Donc ce qui va pouvoir parler à mon audience. Donc ça, déjà, c'est un premier facteur. Ensuite, c'est est-ce que moi, ça m'intéresse, entre guillemets. Est-ce que Ok. je me dis, ah bah là, il y a un truc à dire. Pareil, par exemple, la semaine d'après, je vais probablement parler du prochain livre de Lena Situation. Je n'avais pas parlé du premier, mais je trouve ça intéressant parce que justement, le premier, il y avait plein de trucs à dire. J'étais passé à côté, entre guillemets. Je veux dire, j'avais vu passer des trucs, etc. Mais j'en avais pas fait un contenu. Donc là, je me suis dit, bah, cette fois, ça serait bien de prendre la parole dessus. Et ensuite, sinon, il y a des vidéos. Bah, par exemple, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est sur la première vidéo YouTube d'Eric Ramsey. Elle n'était pas du tout prévue. Et en fait, j'ai vu la vidéo et d'un seul coup, j'ai vu qu'effectivement, il y avait plein de trucs qui à la fois allaient pas, que je trouvais intéressant à analyser, même dans une perspective plus large. Parce que c'est aussi ça que souvent j'essaye de me dire, c'est je prends un sujet si jamais il y a un truc plus large à raconter que le sujet en lui-même. C'est-à-dire, si c'est juste pour dire, ok, il y a eu la première vidéo d'Eric Ramsey, ça c'était bien, ça c'était moins bien, ça va pas m'intéresser. Mais si c'est, ah, il y a des figures populaires de la télé qui arrivent de plus en plus sur Internet, et notamment sur YouTube, qu'est-ce que ça donne quand ces figures-là rencontrent le monde des créateurs de contenu, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut pas marcher, et ben là, je trouve ça intéressant. Donc il y a aussi cette idée de, ok, est-ce qu'il y a une perspective plus large, est-ce que je trouve un angle, une problématique. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est une fois que j'ai identifié le sujet, trouver vraiment une problématique, un angle, c'est-à-dire que pas juste rester sur le sujet. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ça va être effectivement beaucoup de recherches documentaires, donc lire des travaux en psychologie, en sociologie, en philosophie sur les thèmes que j'ai identifiés, sur les problématiques que j'ai identifiées, faire une synthèse de tout ça, et à partir de cette synthèse, réussir à relier mon sujet de base et la synthèse des travaux académiques que j'ai trouvés pour créer ensuite le produit final. Ok.
Donc dès le début, ouais, tu connais ton angle, tu pars sur un angle en disant, parce que je sais pas à quel point tu connais ce conseil. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir écrit le titre et de Oui, faire la miniature, tu vois, avant de te lancer dedans. ouais. Toi, ça arrive quand même du coup assez tôt, naturellement, dans tes recherches, de savoir quel est l'angle que tu vas Normalement, attaquer. après ça arrive parfois que non. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Mac Walter. Mm. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un angle et à trouver quelque chose à dire sur Mac Walter, en fait. Et j'ai mis beaucoup plus de temps à trouver véritablement ce que j'allais dire. Et sachant que parfois, je bosse dans des timings méga serrés, dans le sens où, par exemple, Mac Walter, le film est sorti le vendredi, ma vidéo, elle est sortie le dimanche. Et c'est une analyse de 20 minutes du film. Donc il T'as faut... passé le week-end à faire ça, Ouais, quoi. exactement, il faut que j'ai vu le film, il faut que j'ai trouvé l'angle, il faut que j'ai écrit la vidéo, il faut que je l'ai tourné, que je l'ai monté, que j'ai fait la miniature avant le dimanche 15h. Donc j'ai 48 heures, quoi. Donc parfois non. Parfois, malheureusement, je commence à écrire une vidéo, j'ai pas l'angle, j'ai pas le titre. Et parfois aussi, ça m'est arrivé d'avoir un angle et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas ça. Et que j'allais dans le mur, que c'était pas intéressant, etc. Et donc de dire non, en fait, soit je fais pas la vidéo, soit en fait, cet angle-là, il est beaucoup plus intéressant. Et donc, cet angle que j'avais identifié, en fait, je vais en faire un truc peut-être mineur, je vais peut-être en parler vite fait. Mais voilà. Donc, quand même, je suis d'accord avec l'idée de il faut le titre et la minia, mais il faut quand même être ouvert à ce qu'on va découvrir encore plus si on fait beaucoup de recherches, si on voilà, moi qui fais beaucoup de travail en amont, si jamais j'ai déjà mon truc encadré, c'est l'inverse de la démarche universitaire, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon mémoire, j'ai eu un peu ce réflexe-là et très vite mon tuteur de mémoire, il m'a dit en fait, tu peux pas y aller en sachant déjà ce que tu vas dire. C'est pas le but d'un mémoire, le but d'un travail de recherche, c'est de faire ta recherche et à partir de ta recherche, Tu vois ce que tu trouves. tu vois ce que tu trouves. Sur YouTube, on est obligé d'avoir un peu plus un angle parce que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on sait qu'on va réussir à attirer une audience. Mais malgré tout, j'essaye de garder ce truc de il faut pas que. Parce que pareil, c'est ça aussi qui peut ensuite entraîner plein de biais. C'est-à-dire que si jamais tu vas ne serait-ce que, par exemple, voir le film d'Orelsan en te disant ok, c'est cet angle-là qui va m'intéresser avant même de voir le film, effectivement, tu vas voir le film complètement sous ce prisme-là. Toutes tes recherches, elles vont être sous ce prisme-là. Et ça se trouve, tu vas complètement passer à côté d'une signification super intéressante. Et parfois, même, tu seras quasiment hors sujet parce qu'en fait, tu seras resté dans ton prisme en mode non, mais c'est comme ça qu'il faut que je vende la vidéo, quoi. Donc, j'essaye quand même de me prémunir de ça. Ouais, de rester souple vis-à-vis de ton angle et ce que je comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même, ouais, t'as des sujets qui, toi, te tiennent à cœur et tu dis, OK, bon, j'ai envie de travailler autour de ça et quand tu le vois arriver, tu travailles dessus. C'est marrant parce que du coup, tu as cette approche très académique, universitaire dans la manière de construire ton contenu, etc. Tu commences, on va dire, à parler de ces sujets pop culture au lycée. Ouais. Ça m'étonnerait que l'approche dès le lycée était comme ça. Ça se sent que du coup, avec les études, tu t'es beaucoup développé en ce sens. Euh, c'était quoi les marqueurs au niveau de l'évolution? Enfin, à quel moment tu t'es dit, est-ce que c'est juste ça s'est fait naturellement parce que du coup, avec ton cursus universitaire, tu as pris certains automatismes que du coup, tu as transférés dans YouTube? Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient conscients? Est-ce que c'était inconscient? Comment ça a avancé cette. Ouais, c'était vraiment inconscient. En vrai, enfin, j'avais conscience que c'est ce vers quoi je voulais aller, plus d'analyse, plus d'approfondissement. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit, ok, allez, let's go, maintenant, on fait un truc académique. J'ai commencé au lycée, mais même au lycée, en fait, très vite, je me suis servi de mes cours de sociaux et mes cours de philo du lycée pour analyser les œuvres, en fait. Et donc, très vite, j'ai commencé à faire ces recherches. Après, quand je suis entré à la fac, c'est surtout une question de méthodologie. C'est-à-dire que j'ai appris à recouper les sources, à aller chercher plus de travaux universitaires que juste taper sur Google les 3-4 mots-clés, quoi. Aller sur Google Search, aller sur Cairn, tous ces Google Scholar surtout, tous ces outils qui permettent vraiment d'avoir accès à ces travaux-là et de réussir à construire vraiment une problématique, construire une problématisation, etc. Donc, mais ça s'est fait petit à petit. En fait, si on regarde ma vidéo, on peut regarder, je pense, 2 vidéos par an que je fais. Et en fait, on va voir l'évolution, on va voir que déjà, elles deviennent de plus en plus longues. Mes premières vidéos pop culture, elles durent 7 minutes. Et il y a 5 minutes qui sont consacrées à raconter l'histoire du truc dont je parle. Genre, la première vidéo, je crois que c'est sur les Simpsons. Il y a 5 minutes, c'est juste l'histoire des Simpsons. Et il y a 2 minutes de pseudo-analyse sur ce que ça dit, je pense. C'était il y a 7-8 ans, mais à mon souvenir, c'était genre ce que ça dit de la société américaine. Truc basique, mais enfin voilà, j'avais 15 ans. Mais truc basique. Et ensuite, petit à petit, effectivement,
la partie histoire, contexte, elle a commencé entre guillemets à rétrécir en proportion. Au contraire, l'analyse, elle a pris de plus en plus de place et mes vidéos sont devenues de plus en plus longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes vidéos, elles durent en moyenne 20 minutes. J'ai sorti des documentaires qui duraient 1 heure et demie. Mais aujourd'hui, je me verrais pas faire une vidéo de 7 minutes. Genre, pour moi, ça n'a aucun sens. Je peux rien dire en 7 minutes, en fait. Ouais, ça t'as vraiment construit au fur et à mesure, ce qui est logique. T'as fait quoi comme bac? Parce qu'on n'a pas. J'ai fait un bac ES à l'époque, Ok. où ça existait encore. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une double licence Histoire et Sciences politiques à la Sorbonne. Et j'ai fini en master de communication au CELSA. Et du coup, ouais, c'est ce cursus à la fac qui a fait Ah que bah, tu construis cette méthode. bah ouais, en histoire à la fac, en fait, bah déjà même en termes d'analyse ou de durée, si tu faisais des dissertations de moins de 10 pages, les profs ils te lisaient même pas quoi. Tu sortais, tu savais que tu n'avais pas la moyenne. Et pareil, tu pouvais pas dire quelque chose sans que ça soit sourcé. Mais genre, ça en est à un point qu'on n'imagine même pas, dans le sens où vraiment chaque truc que tu dis, il faut qu'il y ait une source. Tu peux pas juste dire ah il s'est passé ça. C'est non, il s'est passé ça dans ce contexte, dans machin truc et tout. Et donc là, pour le coup, ça a complètement changé ma manière de construire mes vidéos. Ça s'est bien passé, ces études? Ça s'est bien passé, franchement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de chance parce que ma première année, c'est l'année Covid. Ok. Donc en fait, je fais genre 4 mois et je fais même moins parce que je fais 2 mois. Ma fac est bloquée à cause de la réforme des retraites. Et c'est ça qui est beau avec la France, c'est que ça n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que c'est encore le débat alors que c'était il y a 5 ans. Et donc ma fac se retrouve bloquée. Elle rouvre pendant genre 2 semaines. Et en fait, plein de cas de Covid. Et donc avant même le confinement, elle ferme tellement il y a de cas de Covid. Elle rouvre pas de l'année. Et l'année suivante, elle rouvre 3 semaines et nouveau confinement. Donc en fait, mes 2 premières années de fac, je les ai vécues quasi à distance. Donc ça, un peu relou. Et un peu difficile, c'est le moment où j'ai emménagé tout seul. Donc j'avais 18 ans, j'emménage tout seul. Solitude. Je finis mes cours à 20h. Il y avait couvre-feu, donc en fait, bah, j'avais même pas le droit de sortir. Et c'est le moment quand tu arrives en 2e année de licence où tu commences à te manger des sales notes et les profs commencent à te dire en fait, on était gentils l'année dernière, mais là, cette année, t'es plus au lycée, on va te faire comprendre. Donc ça, c'était dur, mais c'était pas dur. Genre, je l'ai pas mal vécu et j'avais des potes en prépa, donc ça va. Donc ça allait, en comparaison, tu disais, oh, bah, finalement... Exactement. Ça allait, et non, et en plus, ce qui était bien, c'est qu'effectivement, moi, j'avais mes vidéos YouTube à côté. Ouais. Donc ça, c'était trop cool d'avoir ces 2 activités en parallèle. S'il y a un truc qui allait moins bien, bah, en fait, c'est pas grave, je me changeais l'esprit avec l'autre truc. Tu prends plus de temps, du coup, à ce moment-là, parce que période Covid, il y a beaucoup de gens qui sont mis à produire plus de contenu ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose à ce niveau? Pas trop. Le fait d'avoir mon propre appartement, ça a tout changé parce qu'en fait, avant, mes parents, ils étaient divorcés. Enfin, ils le sont toujours, mais ils étaient divorcés. Donc, en fait, je tournais chez ma mère. Je montais chez mon père parce que l'ordi fixe était chez mon père pour monter. Et je mettais en ligne chez ma mère parce que chez mon père, la connexion était abominable. Et je faisais une vidéo par semaine. Ok. Donc en fait, c'était une organisation improbable pour être en mode ok, le mercredi je suis chez mon père, donc il faut que ma vidéo elle soit tournée avant le mercredi. Enfin bref, c'était galère. Et du coup, quand j'arrive chez moi, en fait, je monte quand je veux. Donc techniquement, c'est plus simple, mais je me mets pas à plus produire. Je continue à faire. À l'époque, je faisais une vidéo par semaine. Donc je continue à faire une vidéo par semaine, mais les vidéos deviennent un peu plus longues. Et surtout, elles deviennent plus fouillées et plus travaillées. Ouais, et après, tu as senti quand même ce besoin d'espacer, parce que pour avoir un vrai travail de recherche, etc., naturellement, vu que tu es solo sur ce que tu fais, tu es obligé de... Ouais, et puis même parce que j'ai d'autres activités. Enfin, j'ai commencé à espacer quand j'ai commencé mon alternance. Et donc, je me suis dit, j'avais bon, c'était pas 35 heures vu que c'est une alternance, mais en gros, mon temps plein, la fac où j'avais quand même des devoirs, des partiels, etc., mon mémoire, et ma chaîne YouTube. Et à côté, j'ai un podcast aussi avec mon frère. Et j'ai techniquement aussi d'autres projets, parce que bah, on a toujours d'autres projets, quoi. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est plus sain. En plus, à l'époque où je faisais du 1 par semaine, c'est parce que c'est ce qui était poussé par YouTube. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Même s'il faut toujours une régularité. Mais en tout cas, avant, c'était vraiment... avant, je faisais 1 par semaine, mais je faisais partie de ceux qui sortaient, entre guillemets, pas beaucoup de vidéos.
parce qu'il y avait des Squeezie, ils sortaient genre 5 vidéos par semaine. Et donc, le changement de YouTube, mon changement de mode de vie m'a fait dire allez, en vrai, il se passe plus. Et effectivement, ça va me permettre aussi d'approfondir. Ce qui fait qu'en fait, j'ai même pas gagné tant de temps que ça. Parce que avant, je sortais une vidéo de 8 minutes par semaine. Et maintenant, je sors une vidéo de 20 minutes toutes les 2 semaines. Je suis pas super gagnant, quoi. Avec quelques plus gros projets. Ouais, petit à petit, je me mets à avoir des volontés d'avoir des gros projets. Alors, je mets des grosses guillemets parce qu'aujourd'hui, un gros projet d'un youtubeur. Non, ça reste un gros projet. Exactement, mais c'est 15 caméras et machin truc. Non, le plus gros projet, ça reste ma trilogie documentaire sur l'histoire des youtubeurs français. Parce que il y a eu des documentaires sur les youtubeurs francophones, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et je trouve qu'il n'y en a pas eu qui le faisaient vraiment correctement. Et je me suis dit, c'est dommage parce que c'est une partie d'histoire d'Internet collective, de notre culture. Et c'est une culture pour moi. Et il n'y a pas de traces. Et c'est des trucs qui s'effacent en plus. Parce que moi, je l'ai vu quand j'ai fait mon documentaire, donc notamment quand je suis allé chercher des archives de 2012-2013 d'anciens youtubeurs. Il y en a plein qui ont mis des vidéos en privé, il y a plein de trucs qui ont disparu, des vidéos qui ont été strikées, etc. Et je me suis dit, c'est dommage, j'ai envie de laisser une trace de ce qui s'est passé. Et très vite, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire une vidéo de 30 minutes. Et du coup, j'ai décidé de faire une trilogie de documentaires, je crois, qui dure 1 heure, 1 heure et demie et 1 heure, je crois. En gros, en tout cas, c'est plus de 3h30 en tout. Donc ça, c'était un gros projet que j'ai fait durant toute mon année d'alternance. Donc ouais, ça, c'était en parallèle de mes vidéos toutes les 2 semaines et de tous mes projets. Donc ouais, petit à petit, je me lance là-dessus. Et l'année d'alternance, c'est ton année de M1, M2 ? C'est mon année de M2. M2. Ok, donc c'est la dernière année avant que... Parce que qui était l'année dernière, c'est ça ? C'était l'année dernière. En gros, là, ça fait 1 an que j'ai terminé mes études et rendu mon mémoire. Mais du coup, c'était une année assez intense, quoi. Ouais. Et donc depuis là, t'es à temps plein, YouTube consultant ? Ouais. En gros, depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais prévu depuis longtemps de faire un voyage aux États-Unis après mes études. Ok. Donc, je suis parti 6 mois aux États-Unis. Donc, histoire de prendre l'air un peu, de T'as fait kiffer quoi ? un peu. J'ai fait le tour, en fait. J'ai fait pas toutes les villes, mais j'ai vraiment fait tout le tour. Et c'était histoire de kiffer un peu. Parce que justement, en fait, en parallèle de ma chaîne YouTube, j'ai commencé à travailler aussi en tant que journaliste depuis que j'ai 16 ans. Donc, j'ai vraiment travaillé non-stop. J'ai fait des stages tous les étés. J'avais mon alternance. En M1, j'avais aussi un stage de 6 mois. En L3, j'avais aussi un stage de 3-4 mois. Et donc là, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour moi, pour me recentrer. Et donc, j'avais mon activité YouTube. En parallèle, je me suis effectivement lancé en freelance, en com de crise, parce que mon idée, c'était de me dire comment je peux maintenir une activité professionnelle ou professionnalisante que je peux faire à distance et qui développe des compétences qui m'intéressent, à savoir la communication de crise, et où j'ai une plus-value. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup de gens qui proposent des services de communication de crise et de réputation dans le milieu des créateurs de contenu. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui connaissent à la fois aussi bien la com de crise et aussi bien le milieu des créateurs de contenu. Et donc, j'ai commencé à développer effectivement cet aspect-là. En plus de ça, j'ai commencé à faire des chroniques pour le site Arrêt sur Image, qui décrypte les médias, et à faire des piges. Et en gros, depuis 1 an, c'est le cœur de mon activité. Donc, tu navigues entre les 3 activités actuellement. Donc, beaucoup d'écriture quand même. Ouais. On va parler un peu plus de cette activité de consultant en communication de crise, notamment parce que c'est là où on a commencé à échanger ensemble. J'ai vu quelques-uns de tes posts sur LinkedIn qui sont très intéressants au niveau valeur là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que pour un même créateur de contenu, sur les différents réseaux, ce que tu peux faire, c'est très ciblé et du coup très identifié. Donc c'est intéressant. On peut te suivre sur les différents réseaux et c'est très complémentaire. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Et je voudrais bien justement, tu vois, qu'on en parle un peu, que tu donnes quelques clés pour des créateurs en se disant, bon, le jour où ça marche pas, parce que pour travailler avec des créateurs de contenu fréquemment, c'est un peu la peur de... Tu vois, à tout moment, ça peut tomber, la guillotine peut tomber. Et voilà, je te laisse en parler un peu, tu vois, donner quelques tips et ensuite qu'on échange un peu sur peut-être quelques cas concrets, quelques histoires sur lesquelles soit tu as pu travailler, soit tu as pu t'exprimer pour qu'on revienne un peu dessus et que tu puisses décrypter ça. Les conseils que je peux donner, en fait, c'est difficile parce que déjà, chaque crise est complètement différente en fonction du créateur, en fonction de son public, en fonction de la nature de la crise. Mais ce que je dis toujours, c'est une crise bien gérée, c'est une crise anticipée, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'anticiper la crise avant même qu'elle arrive.
Et donc, ça passe par effectivement être un peu sur les starting blocks, mais même être capable de repérer des signaux faibles d'une crise. Je prends souvent l'exemple du burn-out de McFly et Carlito. C'est techniquement pas une crise, mais même de Stand Up de Merde 3. Donc, ils ont fait leur 3e édition, entre guillemets, d'un concept qui cartonnait. Le concept sort et retour très négatif. Ils se font vraiment bâcher sur Twitter. Et ils avaient expliqué en vidéo qu'ils étaient complètement tombés de leur chaise et qu'ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Alors qu'en fait, en faisant un peu de veille, sur Twitter, ça faisait des semaines, voire des mois que le narratif autour d'eux changeait et que de plus en plus de gens disaient « Ah, ils en font trop, ah, ils se forcent, etc. » Et en prenant en compte ce narratif, en fait, c'était un signal faible que si jamais tu sors une grosse vidéo où en fait, t'en fais des caisses pendant 1 heure, les gens, ils vont te détruire pour ça parce que c'est de l'allumette, c'est vraiment l'étincelle qui va faire embraser le truc. Donc, c'est vraiment être capable de travailler sur les signaux faibles et jamais les négliger. Jamais se dire non, mais ça, c'est rien. Deuxième truc, évidemment, basique, pas réagir à chaud. Toujours souffler, si possible, en parler à quelqu'un d'autre. Je dis ça en tant que consultant, mais même techniquement, en tant qu'agent, c'est la première étape, quoi. C'est en parler à son agent, en parler à un pote, en parler à un collègue youtubeur. Parfois, ils sont de bons conseils parce que parfois, ils ont vécu la même situation. Donc, essayer d'en parler autour et de pas juste tweeter à chaud, répondre tout de suite, mais pour autant, ne pas trop attendre. Parce que parfois, on se dit « Ah, ok, je verrai ça », et en fait, 2 heures après, c'est trop tard. Donc, être bien attentif à ces signaux-là. Et ouais, principalement, je dirais principalement ça comme conseils généraux, quoi. Après, ça va vraiment dépendre de la crise. Bien penser aussi à la nature de sa réponse et à qui on adresse la réponse, parce que la réponse qu'on adresse, elle va dépendre de la nature de la crise et d'où vient la crise. On répond pas de la même manière à une crise qui vient de notre communauté. Par exemple, si en commentaire, il y a plein de gens qui disent sous une vidéo qu'ils sont déçus ou quoi que ce soit, ou à l'inverse, d'une crise qui vient d'une communauté extérieure, si sur Twitter, il y a une vague de haters qui décident de mal parler de soi. En fait, on va pas répondre de la même manière, que ça soit à la fois dans quel type de post on va faire, ou même quel type de langage on va adopter. Donc, bien réfléchir à chaque fois à ça, à d'où vient la crise, quelle est sa nature, et du coup, quelle est la réponse la plus appropriée pour à la fois y répondre, et en même temps, ne pas faire en sorte qu'elle s'étende au-delà de ça. Parce que le risque, c'est effectivement, sinon, imaginons que tu as une crise qui est quasiment cantonnée à Twitter et qui touche pas trop des gens qui sont abonnés à toi. Si tu fais une story Insta pour y répondre, c'est pas une bonne réponse. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas mettre au courant ta communauté de la crise, tu vas même pas t'adresser au bon public, donc tu vas même pas régler la crise. Au contraire, tu vas juste lui donner de la visibilité. Donc ça peut paraître tout bête, mais c'est ces trucs-là, je dirais, en général, quoi. C'est intéressant que tu prennes, pour McFly et Carlito, que tu prennes Twitter comme un signal faible. Parce qu'au contraire, j'aurais eu tendance à dire Twitter. Parce que tu regardes dans certains cas, si tu prends, par exemple, tu parlais de haters externes à ta commu, tu prends une Lena qui se fait bâcher, etc. Pour moi, et je pense que tu seras d'accord avec moi que pour elle, c'est pas forcément un signal faible de il faut qu'elle change quelque chose. Et du coup, je pense que la différence à ce niveau-là, tu le fais de est-ce que c'est ta commu ou est-ce que c'est une commu externe. Mais comment est-ce que tu fais pour dire ok, ça c'est plutôt ma commu, ça c'est une commu externe. En fait, Lena, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que c'est un exemple que je prends très souvent. Malgré tout, Lena, quand elle se fait cyberharceler, quand elle change de coupe de cheveux, qui est le meilleur exemple, quoi, c'est genre, elle change de coupe de cheveux, elle se prend une sauce sur Twitter. Ouais. On peut se dire, ça n'a aucun sens, c'est pas des gens de sa commu, c'est pas une crise. Mais en fait, c'est malgré tout une crise, dans le sens où ça touche à son image, ça touche à sa réputation. Des gens vont entendre parler de ça, vont entendre parler entre guillemets négativement d'elle d'une manière ou d'une autre, tu vois, même si techniquement n'importe quelle personne saine d'esprit voit le truc et se dit on s'en fout, elle a juste changé de coupe de cheveux. Malgré tout, ça reste une crise parce que en fait, ce dont je parle souvent, c'est les discours d'escorte. Chaque personnalité publique, elle est entourée de discours qui vont la définir. Ça va être les commentaires YouTube, ça va être par exemple un collègue youtubeur qui va parler de toi dans une interview, ça va être un mec qui va tweeter en disant la dernière vidéo de Lena ou de machin truc elle est trop bien, ou à l'inverse, la dernière vidéo de machin truc elle est trop nulle. Et en fait, ces discours-là, malgré tout, ils vont ensuite participer à un espèce de narratif. Le meilleur exemple actuel au moment où on tourne, c'est Anime. Anime, il y a 6 mois, les discours d'escorte, c'était « Waouh, quel vent de fraîcheur, incroyable, dans le milieu de l'influence, c'est trop cool ». Là, en ce moment, c'est il est relou, il fait des blagues, il dérape tous les 2 jours en live, qui lui a donné de la fame. Et
malgré tout, lui, il peut se dire « Ah, mais de toute façon, c'est que c'est pas ma communauté. » Ouais, mais malgré tout, le narratif, c'est que moi qui suis extérieur, c'est-à-dire qui suis neutre, bah, en fait, ma perception d'anime, elle a changé. Et même si on prend le cas, par exemple, d'une marque, bah, une marque, elle est attentive à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui se dit autour d'un créateur et même l'image que les gens peuvent avoir d'un créateur. Et je pense que, bon, encore plus avec les problèmes qu'il a eu avec des marques, mais aujourd'hui, une marque est probablement beaucoup plus réticente à travailler avec Anime qu'il y a 6 mois. Et pourtant, je suis sûr que c'est pas vraiment sa communauté qui l'a lâché et je suis pas sûr que le problème vienne de sa communauté. Donc, malgré tout, même ces crises-là, pour moi, il faut être capable d'y répondre. Ça ne veut pas dire forcément que il faut faire un communiqué ou qu'il faut tout changer ou que c'est de la faute du créateur. C'est pas forcément Lena, c'est pas de sa faute, quoi. Mais même quand on fait tout bien, on peut avoir une crise injuste qui nous tombe dessus. Et malgré tout, il faut réussir à y répondre. Lena, elle y a répondu. Elle a fait une vidéo justement pour parler du cyberharcèlement qu'elle subissait, pour dénoncer les haters. C'est une réponse à la crise, quoi. En parlant de Lena, du coup, et des différents dramas qu'elle a pu avoir avec Twitter, je pense que tu te souviens, mais il y avait aussi eu un épisode avec Marcus, Ok. où il y avait une story qui était sortie ou un truc comme ça, où elle dansait avec Marcus, qui est son meilleur pote que tu vois Oui, souvent, bien etc. sûr. Et la réaction, notamment de Twitter, ça avait été « Ah, Le mental de Seb. oui, c'est ça. Le mental de Seb, Seb qui est le copain de Lena, c'est elle danse avec un grand Renoir, etc. Seb, c'est un blanc tout maigre et machin. Bon, Twitter dans ce que Ouais, ça sait ça fait faire pire, de ouais. mieux, tu vois. Et j'avais trouvé la réponse magnifique. Je sais Ouais. pas si tu avais vu, du coup, elle s'en était servie pour une communication autour d'Hotel Mapfouf, quoi. Ouais, J'avais bah oui. trouvé ça super smart. Bah, c'est pour ça. Non, mais et il y a moyen d'en sortir positivement. Et Lena fait partie des créateurs qui gèrent plutôt bien les crises. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi la marque de fabrique des créateurs qui restent très longtemps tout en haut. C'est-à-dire que ça existe rarement des crises qui détruisent des carrières. Il y en a eu dans l'histoire. Mad Podcast, c'est l'exemple que je prenais souvent. Mais là, ce qui est bien, c'est que cette année, il y en a eu une autre avec Villebrequin. Enfin, ce qui est bien. Non, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est C'est bien un en bon termes exemple. d'exemple, quoi. C'est qu'il y a eu un autre exemple de OK, en fait, rien qu'avec une crise, un créateur peut tout perdre. Et donc, ça met un signal d'alarme de OK, en fait, il faut pas juste se dire ah, je vais gérer ça dans mon coin, tranquille, je vais préparer une petite réponse à l'arrache. Mais les plus gros créateurs, même Squeezie, moi, le meilleur exemple de com de crise, pour moi, c'est le communiqué de Squeezie qui appelle à voter contre le Rassemblement national. Pourquoi ? Non pas forcément pour les raisons politiques, mais c'est parce qu'en fait, le communiqué, il est parfaitement écrit. C'est-à-dire que chaque virgule, sans qu'elle est sous-pesée, et pour le coup, il ne l'a pas écrit tout seul. Je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas qui l'a aidé, mais je refuse de croire que, contrairement à ce qu'il dit, ils se sont juste échangés des messages et c'est « Ah, vas-y, je vais écrire ça ». Mais c'est très, très bien écrit et je trouve que c'est dans ces moments de communication qu'on voit aussi la marque des grands. Et ça, t'as l'impression que c'est une com de crise? Parce que pour moi, à ce moment-là, j'avais pas l'impression qu'il y ait tant de personnes que ça qui tirent sa veste pour lui dire exprime-toi, etc. Il y en avait, mais t'en as toujours une partie. Là où pour moi, il y en a un autre qui a eu ça beaucoup plus, c'était un Thibaut. Ouais. Qui du coup, là par contre, lui, j'ai le sentiment qu'il était beaucoup plus sollicité de exprime-toi sur ce que tu penses, etc. Et au contraire, je sais pas si t'avais eu sa réponse de ça a été assez sobre de dire je vais pas à vous dire quoi voter, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord, mais d'un autre. Enfin, moi, je pense que ça va être une problématique de plus en plus importante pour les créateurs de contenu, encore plus avec la perspective de 2027. Moi, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, ils vont être de plus en plus amenés à s'exprimer sur des questions politiques et même géopolitiques. On l'a vu, pour le coup, le conflit israélo-palestinien, c'est exactement ça. Là, pour le coup, il y avait une pression très forte de la part de l'audience pour pousser les créateurs à s'exprimer dessus. Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est à s'exprimer correctement dessus. Parce qu'en fait, et c'est là où je prends l'exemple de Squeezie, qui pour moi est plutôt réussi, c'est que Squeezie, il aurait pu faire une story ah, votez pas RN. Mais en fait, tout ce que tu dis dans ce moment-là peut être tellement retourné contre toi qu'il faut être capable de faire une communication qui, de toute façon, forcément va t'aliéner une partie de ton public parce que Squeezie, il touche, je sais pas combien il a d'abonnés, 15 millions peut-être, je crois. Je sais plus, il doit avoir 15 millions d'abonnés, dont peut-être, 10 millions de Français. Bon, les statistiques, elles sont ce qu'elles sont. Parmi eux, il y en a qui votent Rassemblement National et qui vont forcément pas apprécier que Squeezie dise « votez par Rassemblement National ». Mais ce qui va être ensuite difficile, c'est de réussir à contenter, entre guillemets, le reste. Et moi, je comprends la position de Thibaut de dire « ouais, non, mais je dis rien ». Mais en fait, finalement, il a fini par dire pour qui il votait après coup. Et bah,
je pense qu'il y a des gens qui lui reprochent, entre guillemets, encore aujourd'hui, une forme d'ambiguïté. Et qui lui ont reproché une forme d'ambiguïté. Et c'est dommage. Et donc, au contraire, je pense que s'il avait été capable de faire un vrai communiqué ou d'être capable de communiquer correctement dessus, je pense qu'on lui aurait aussi moins posé la question, et même en amont. C'est-à-dire que Squeezie, peut-être qu'on lui a moins attrapé la veste parce que Thibaut, il y a des gens qui considéraient qu'il s'était déjà mal exprimé sur ces sujets-là, et donc qu'il fallait qu'il soit plus clair. Donc moi, je pense que ça va être une vraie problématique, et je considère ça comme de la com de crise, parce que c'est de la com qui peut, à 95%, mener à une crise. Ouais, bien sûr. Donc en fait, oui, techniquement, au moment où tu es en train d'écrire le communiqué, il n'y a pas encore de crise, mais au moment où tu appuies sur publier, Ça peut. bah, c'est même Donc, quasiment sûr qu'en fait, c'en est déjà. c'est Ouais, ça, tu vas avoir des articles dessus. En plus, Squeezie, encore pire, il y a Jordan Bardella, tous les élus politiques qui réagissent. Enfin bref, c'est vraiment un bourbier. Et pour le coup, je pense que le domaine de la communication de crise des youtubeurs en 2027, ça va être un secteur florissant. Et je m'en réjouis pas spécialement, hein, mais c'est juste, je pense que ça va être un secteur florissant parce que Lena, Squeezie, etc., ils seront tous attendus au tournant, notamment si le Rassemblement national est très très haut dans les sondages. Il y a beaucoup de gens qui vont pousser en leur disant il faut que vous vous exprimiez contre. Eux, ils vont avoir une partie de leur audience. Ils vont aussi avoir une partie des marques qui n'aiment pas trop que les créateurs ils parlent de politique, même si c'est pour dire ça. Et donc, ils vont devoir se positionner là-dessus et ils vont devoir communiquer correctement. Et pour moi, c'est là où ils vont avoir besoin d'être accompagnés. Ouais, je vois. Je reviens sur les signaux dont tu parlais tout à l'heure. Pour tu vois, un créateur qui se dit ok, comment est-ce que je fais pour anticiper un truc, faire de la veille à ce niveau? C'est quoi les signaux que tu vas regarder? Tu vas regarder Twitter d'une partie, parce qu'on en a Ouais. parlé. Qu'est-ce que tu vas avoir à part Twitter comme point de référence pour faire, tu vois, un peu de social listening et un peu de veille à ce niveau? Bah forcément les commentaires même des contenus. Aujourd'hui, bah, il y a la pratique des clippings, comme je disais, pour les gros créateurs ou pour les streamers, bah, vu qu'il y a des clips qui sont découpés et qui sont ensuite diffusés sur TikTok, bah, regardez déjà quels sont les extraits qui sont clippés, qu'est-ce qui est dit sous les extraits clippés. Parfois, il y a des articles aussi qui peuvent sortir sur des créateurs de contenu, qu'est-ce qui se dit. Donc ça peut être tout ça. Après, ça passe évidemment dans le social listening, une crise, mais ça, c'est pour les crises de réputation et d'image. Mais souvent, les crises, elles tombent sans prévenir. C'est genre, OK, en fait, tu as collaboré avec telle marque. Bah, par exemple, Mister V qui collabore avec KFC. Et j'imagine que c'est un deal qui est prévu depuis 1 an. Et en fait, au moment où ça sort, KFC, ils sont dans la sauce à cause du conflit israélo-palestinien et tout le monde appelle au boycott. Bah, t'es Mister V, ça te tombe dessus. Tu peux avoir fait tout le social listening que tu veux. Bah, Ça en fait, change rien. bah, à moins à une semaine de la sortie, dire j'annule tout, et dans ces cas-là, ouais, voilà, faut l'assumer. Soit, quoi qu'il arrive, il faut être capable de réagir à la crise. Donc, oui, il y a du social listening, mais il y a aussi des espèces de drapeaux rouges ou tu vois, de red flag qui doivent s'allumer très très vite sur certains sujets, comme je disais, dès que ça touche à la politique, dès que ça touche évidemment aux religions, à toutes ces questions-là. En fait, il faut que chez le créateur, il y ait une lumière rouge qui s'allume, même quand il en traite. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vidéos. Non, beaucoup, c'est peut-être abusé, mais je fais pas mal de vidéos qui parlent de sujets qui peuvent être politiques. J'ai fait des vidéos sur le wokisme. Bah, quand j'écris ma vidéo sur le wokisme, il y a une grosse lumière rouge qui est allumée constamment à côté de moi en me disant il faut que la moindre virgule que tu écrives, tu sois sûr à 100% que on pourra pas la découper, on pourra pas découper un extrait, on pourra pas te faire dire autre chose que ce que tu veux dire. Et quitte à prendre entre guillemets trop de pincettes et à faire des trigger warnings dans tous les sens, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait, et ça, je pense que c'est le plus important pour les créateurs, c'est qu'il y a des sujets, il faut que la lumière elle s'allume, et il faut que d'un seul coup ils se disent ok, je peux pas le traiter comme je traite les trucs routiniers, quoi. Ouais, donc en vrai, tu mets cette lumière rouge à différents niveaux, tu le mets sur les sujets que tu peux aborder, sur les marques avec lesquelles tu peux travailler. Parce que tu vois d'autres aspects sur lesquels les créateurs devraient être vigilants. Dans l'ensemble, c'est Les collègues avec qui ils collaborent, bien sûr. les collègues avec qui ils collaborent forcément. Mais oui, principalement ça, les sujets, ouais, les sujets, les marques, tout ce qui touche de près ou de loin, tout ce qui est associé à l'image et tout ce qui est associé à son nom. C'est-à-dire que euh, le persona d'un youtubeur, le nom, le personal branding d'un youtubeur, il a une valeur. Et t'es agent, t'es bien mieux placé que moi pour le savoir. Ça a une valeur pour les marques. Et cette valeur, elle fluctue. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que c'est invisible pour les créateurs. C'est qu'en fait, les créateurs, très souvent, moi, enfin, pas souvent, mais parfois le retour que j'ai, c'est ah, mais s'il y a une crise, moi je laisse passer, dans 2 semaines, plus personne n'en parle. Ce qui est factuellement vrai, mais
moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, sur le long terme, ça coûte à la réputation. C'est-à-dire que, évidemment, que, imagine, tu es une sauce Twitter. Bah, le lendemain, tu vas pas te retrouver avec moins 10 000 sur ton compte en banque, tes revenus, ils vont pas chuter d'un coup. Mais peut-être que dans 6 mois, il y a une marque qui aurait fait appel à toi, elle va pas faire appel à toi. Et j'ai bossé chez l'annonceur, et donc je sais ce que c'est une sélection de profils de créateurs de contenu, et je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui sont pas pris, bah, parce qu'en fait, ils ont eu des pseudo-crises, parfois quasi rien, hein, mais auxquelles ils n'ont pas été capables de répondre correctement, ils sont peut-être un peu ambigus sur un sujet, la marque, elle prend pas le risque. Et donc moi, ce que j'essaye de dire aux créateurs, c'est qu'en fait, ils le voient pas. Les conséquences, ils les voient pas forcément. Et c'est 3-4 ans après qu'en fait, ils se font refuser de trucs. Ils savent même pas forcément pourquoi, mais parce qu'il y a 3-4 ans, ils ont mal réagi à un truc. Ouais, donc du coup, toi, tu viens aider en amont et même en réponse, si jamais il y a une crise, on peut décrocher le téléphone et venir te chercher en disant viens m'aider à écrire le communiqué contre le RN, quoi. Exactement, ça m'est arrivé. Alors, pas le communiqué contre le RN, mais ouais, ça m'est arrivé. Et j'ai plusieurs trucs. En fait, j'ai un volet formation. Donc, j'ai vraiment une formation, pour le coup, spécifique, dédiée aux créateurs de contenu, aux agents, que je peux proposer sur la com de crise pour leur donner vraiment les clés. J'ai ensuite, effectivement, du conseil pur et dur en mode 23 heures, j'ai une crise, qu'est-ce que je fais? Et là, je peux déjà te dire, ok, est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut pas répondre? Parce que malgré tout, effectivement, il y a des fois où il vaut mieux pas répondre parce que ça sert à rien et tout. Mais voilà. Et j'ai aussi de l'accompagnement long terme, pour le coup, sur des plus gros profils, où on identifie un problème de réputation, un problème d'image à tel niveau, etc. Et on va travailler sur le long terme pour parfaire l'image ou pour être capable de s'améliorer sur des points. Ok. Et c'est intéressant, je reviens parce que tu refaisais une petite digression dessus sur le fait d'adresser ou pas une crise. Ouais. Parce que tu as peur de déclencher, alors c'est effet Streisand ou un truc comme ça, en gros, faire en sorte que parce que tu parles d'une crise et tu essaies de l'étouffer, en fait, tu vas démultiplier les effets. Il y a beaucoup plus de gens qui vont en entendre parler. C'est un peu l'exemple que tu reprenais tout à l'heure, Ouais. par exemple, faire une story Insta pour adresser un truc sur Twitter. Très brièvement, est-ce que tu arrives à déterminer avec quelques facteurs en te disant ok, ça je réponds pas? Parce que comme tu dis, tu peux avoir des dommages long terme sur une réputation. C'est ça, il n'y a pas de. Enfin, je vais pas mentir, hein. Il n'y a pas de facteur objectif. Genre, j'ai pas en mode. Ouais, il n'y a pas étape une checklist, quoi. Non, bah j'ai une pseudo-checklist, mais c'est une checklist qui reste subjective dans le sens où est-ce que la réputation est durablement entachée? Pour une même crise, il y a des gens qui vont te dire oui, il y a des gens qui vont te dire non, tu vois. Il n'y a pas genre en mode ok, il y a 50 commentaires, on réagit, il y a machin. Il y a des trucs, moi, évidemment qu'il y a des facteurs en mode si par exemple tu perds ne serait-ce que 1% de ta communauté en termes de nombre d'abonnés, ne serait-ce que même si tu commences à perdre des abonnés, tu réponds. Enfin, tu vois, la règle de base, c'est genre, si vraiment tu vois une baisse de ton nombre d'abonnés, c'est que là, t'es dans la sauce, c'est une vraie sauce, quoi. C'est que les gens, ils font l'action d'aller se désabonner parce qu'ils sont. Bah là, c'est vraiment qu'il faut répondre, tu vois, il n'y a pas de doute. Parfois, c'est plus difficile. Et en même temps, c'est là où c'est vraiment un métier d'expérience. Et j'assume avec toute l'humilité du monde. Ça m'est arrivé, notamment au début, quand j'accompagnais les créateurs, de me dire ok, on va attendre un peu, d'ici 2-3 heures, pour voir si on répond ou pas. 2-3 heures après, c'était le feu partout et j'étais en mode, bah en fait, on aurait dû répondre plus tôt. J'avais sous-estimé le truc et bah on m'y a pas repris à 2 fois. Quand il y a eu une crise à peu près similaire avec un créateur similaire, quelques semaines plus tard, on a répondu tout de suite et on a réussi à la tuer dans l'œuf. Donc, parfois c'est très difficile, ça se joue sur rien. Parfois on se dit ah mais non ça va pas prendre, tu reviens et le tweet il a fait 5000 retweets. À l'inverse parfois tu te dis oh là là mince ça va être l'enfer et en fait voilà. Et c'est là où justement je pense que c'est important d'en parler, que ce soit avec son agent mais encore plus avec un consultant ou quoi. C'est quand on est la tête dedans, c'est extrêmement difficile. On n'a aucun recul et je le sais parce que moi j'ai pas vraiment vécu de crise, mais même quand il y a des commentaires négatifs, etc., que ça s'emballe un peu, on peut très vite avoir la réaction de « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, il faut que je réponde », alors que parfois pas du tout. Ou à l'inverse, de se dire « Ah non, mais ça c'est bon, c'est des haters, je connais », alors qu'il y a un vrai problème qu'il faut adresser. Donc souvent avoir un regard extérieur dans ces situations spécifiques, je pense que c'est intéressant et important. Et justement, si des personnes sont intéressées pour avoir ton retour, le meilleur moyen de te contacter, un petit mail. Ouais, voilà, bensoussan.adam@gmail.com. Honnêtement, je suis disponible 24/24, 7 jours sur 7. J'ai un service client, une hotline. Non, qu'ils n'hésitent pas, même sur LinkedIn, etc., quoi qu'il arrive, pour me contacter. Ok, parfait. Parce que c'est, comme tu dis, c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur dans ce genre de cas et surtout d'avoir quelqu'un qui a l'expérience. Parce qu'en fait, quand c'est la première crise, c'est
peut-être l'une des plus importantes. Et c'est Ah peut-être ben. la seule que tu auras parce que ça peut être la dernière. Ouais. Et ça peut être intéressant d'être accompagné à ce niveau-là. Donc, pour les gens que ça intéresse, allez voir Adam. Super, merci beaucoup. Au-delà de ça, donc du coup, tu as ces différentes activités en parallèle. Comment tu gères? Toi, actuellement, tu es en micro? Ouais, moi je suis en micro. Je suis honnêtement l'entrepreneur le moins entrepreneur du monde. Ok. Dans le sens où, comme je disais, sur YouTube, donc je fais pas de sponsor, je fais pas de placement de produit, donc j'ai juste du revenu AdSense. Pourquoi tu fais pas de sponsor? Pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, la principale, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que si demain, Ok, je pouvais pas payer mon loyer, peut-être que je ferais des sponsors. ok, ça marche. Non, mais dans le sens où, voilà, il y a un moment, j'ai pas de nécessité matérielle, en tout cas. Donc ça, c'est quasiment le plus important, la raison numéro 1 qui explique tout. Deuxième raison, ça m'évite d'avoir des conflits d'intérêts, quels qu'ils soient, dans le sens où je prétends décrypter, etc. Je peux être amené à parler de marque, à parler de créateur ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas de compte à rendre à une marque, à part techniquement à YouTube. Et encore, en fait, le lien avec YouTube, j'ai pas de contrat avec YouTube. Enfin, il y a un contrat créateur, mais voilà, on sait. Je peux mal parler de YouTube, ils vont pas m'enlever mes revenus c'est AdSense. Et également, je prétends décrypter la créateur économie et dire un peu en substance, méfiez-vous, avec des grosses guillemets, des influenceurs. Je me vois pas dire derrière, par contre, prenez mon code promo NordVPN moins 20%, quoi. Genre, je trouverais ça un peu bizarre de dire ah non, mais attention, les influenceurs, ils essayent de vous vendre des trucs et de leur vendre un truc derrière. Et souvent, je prends l'exemple de moi, j'ai jamais voulu faire de YouTube mon métier. C'est pas du tout mon ambition. C'est marrant, pourtant t'as essayé très longtemps et t'as eu envie que ça marche pendant très longtemps, quoi. Ouais, mais j'ai envie que ça marche, non pas que ça marche d'un point de vue professionnel. En fait, j'ai envie que mes vidéos soient vues, mais la stat que j'ai... Enfin, je la regarde parce que ça me fait marrer et je regarde comme ça, mais je veux dire, c'est pas une stat que je monitore, la stat de revenus. Je pourrais même pas te dire quel est mon RPM aujourd'hui, par exemple. Ah ouais? Je sais même pas. Je sais combien je gagne à peu près par mois. C'est étonnant parce que je pense que beaucoup de créateurs peuvent te dire ah, là c'est à peu près ça le RPM, là c'est à peu près ça. Non, je sais même pas quel est mon RPM parce que je regarde même pas mes revenus YouTube parce que ça a toujours été un revenu complémentaire et ça le sera toujours et je mets un point d'honneur à ce que ça le soit toujours. Et du coup dans ce cadre-là en fait j'ai pas besoin de plus d'argent de la part d'un revenu qui est déjà un revenu complémentaire. Je fais toujours les mêmes comparaisons. La première comparaison que je fais c'est si jamais tu demandes à un peintre amateur dont c'est pas le travail qui vient de finir sa peinture, est-ce qu'il peut rajouter un logo Coca-Cola sur sa peinture en échange d'une somme? Il y a des gens qui te répondent non. Alors, je prétends pas que mes vidéos soient des œuvres d'art, mais il y a un peu ce côté, c'est ma création. En fait, j'ai pas envie de mettre le logo. Grand respect aux marques qui financent le YouTube Game, hein, j'ai pas envie de te mettre dans la sauce. Bravo pour ce que vous faites, j'adore vos produits. Mais pas au point de les mettre dans mes vidéos, en fait. Non, mais tu peux dire, t'inquiète. Ok, hein. Je déteste. Non, mais et aussi, pareil, je l'ai pas dit, hein, mais les gens, ils se tapent 5 pubs sur YouTube. Moi, ça me saoule quand pendant 1 minute 30, le YouTuber, il me fait son placement de produit. Et je me dis, si je peux épargner ça aux gens, c'est super. Okay. Et l'autre truc, c'est que moi, j'ai toujours comparé mon activité sur YouTube à ma passion pour le foot. Je suis un gros passionné de foot. J'adore jouer au foot le week-end avec mes potes. Si demain, on me propose de devenir professionnel, même en national, donc en division 3, de gagner un salaire relativement confortable, je pense que j'irai pas. Alors, j'adore le foot, hein, mais parce qu'en fait, à partir du moment où ça deviendra mon métier, je vais devoir faire 3 entraînements par semaine, je sais pas si dans 10 ans, je pourrais encore avoir une carrière, et ce que sera ma carrière dans 10 ans, j'ai peur que pas que ça me dégoûte du foot, mais que j'aime moins en faire. Alors que là, je vais jouer le week-end avec mes potes, je vais faire en sorte d'être le meilleur, hein, je suis compétitif, je fais en sorte d'arriver fit, je fais en sorte de gagner, quoi, j'ai envie de gagner les matchs. Mais à la fin, j'ai pas envie d'en faire mon métier pour autant, et c'est pareil sur YouTube. J'ai envie de faire les meilleures vidéos possibles, j'ai envie qu'elles marchent, mais j'ai pas envie de me dire ça sera ça mon métier. Intéressant comme point de vue, et t'inquiète, hein, sur la liberté de dire, on en parlait avec Simon, donc alias Ça y plaît, dans le dernier podcast qui a été publié. Donc lui, il fait des sponsors, etc. Et il m'a dit, dans un monde idéal, il fait des sponsors presque à chaque vidéo, parce que le modèle économique fonctionne comme ça, c'est son métier, etc. Et il dit, il met en avant des produits, bien sûr, avec lesquels il est aligné, qu'il utilise, etc. Mais il me dit, dans le podcast, il m'a dit, moi, dans un monde idéal, je fais pas de sponsor. Mais il dit, en même temps, dans un monde idéal, il n'y a pas de pub sur Internet non plus. Ça, je suis d'accord. Non, et c'est pour ça. Mais moi, si demain, en fait, ce que je dis souvent aussi, c'est que
si demain YouTube arrête de rémunérer les créateurs et que même c'est impossible de faire des sponsors. En gros, encore une fois, dans un monde pré-2013 où c'est impossible de faire de l'argent sur Internet. On parle pas d'argent. Exactement, il n'y a pas d'argent. Bah, je pense que je continue à faire des vidéos et je pense que je continue quasi à faire autant de vidéos. Et enfin, je veux dire, je pense que ma chaîne YouTube bouge pas. Parce que, genre pour moi, c'est vraiment un plus. Et c'est pour ça que je crois que j'avais calculé, mais je crois que YouTube, du coup, ça me rapporte un truc, genre je dois être au SMIC horaire. C'est-à-dire que je pense que je gagnerais autant si les heures que je passais à bosser sur YouTube, je les passais au McDo. Et c'est beaucoup plus fun de bosser au McDo. Au McDo. Je déteste. Non, c'est beaucoup plus fun de bosser sur YouTube. Ouais. Donc c'est trop cool dans ce sens-là, mais pour moi, c'est vraiment full bonus. YouTube, c'est un bonus. Et après, t'as quelques piges. Ouais. T'as ton activité de consultant. C'est quoi un peu la part là-dedans de chaque truc en termes de pourcentage, si t'as un ordre d'idée? Et tu vois, en micro à l'année, en termes de CA, si t'as une idée de ce que tu fais. Alors là, en termes de CA à l'année en micro, je vais être incapable, mais c'est Ouais, même pas en plus de la fausse langue de bois, de genre. T'as aucune idée. Non, j'ai vraiment aucune idée. Oui, t'as dit de toute façon que t'étais pas un entrepreneur. Je suis pas un comptable. Je suis vraiment pas comptable. Et puis, fais-moi un Excel au moins. Exactement. Non, je veux te dire que YouTube, alors c'était le cas l'année dernière et l'année d'avant, et je crois que cette année, je pense que je vais être à peu près autour des mêmes revenus. Je gagne genre 800 € par mois après URSAF, etc. En gros, il y a 800 € par mois de YouTube qui tombent dans ma poche. Ouais. C'est, chacun jugera de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je sors donc 2 vidéos par semaine. Pas du tout, par mois. Et du coup, aujourd'hui en CA, je pense que YouTube, c'est moins de la moitié. Je pense qu'à la fin, tout confondu, je dois avoir entre 1008 et 2000 dans ma poche, mais ça dépend parce que par exemple, parfois je fais pas de sponsor sur ma chaîne, mais ça m'arrive de faire en marque blanche des trucs pour des marques, notamment des films. Je bosse pour Sens Critique, où ils font eux des vidéos qui eux sont en collaboration commerciale sur leur réseau. Et là pour le coup, ça me dérange pas c'est pour présenter un film. Bon là, ça me dérange pas quoi de le faire. Tu fais en marque blanche, mais tu l'incarnes ou? Je l'incarne. Ok. Oui, donc ok. Donc je l'incarne sur leur réseau. Ouais. Mais c'est pas du tout, ça n'a pas de lien avec ma chaîne YouTube, etc. Et donc ça, c'est des trucs qui sont ponctuels. Donc par exemple, il y a un mois où je peux en faire, ça se trouve 2 pour eux, ça va augmenter mon revenu du mois. C'est pour ça que effectivement, je devrais donner sur l'année, mais j'en ai aucune idée. Mais en gros, sur le mois, par mois, je pense que je dois être à 1008 net, je pense, 1007 peut-être. Mais en fait, moi, mon objectif à terme, là, je veux continuer en freelance en com de crise, mais mon objectif à terme, c'est d'avoir un CDI. D'accord. En communication de crise, en communication corporate. C'est pour ça que je pense que si vous cherchez. Exactement, si vous cherchez quelqu'un dans le domaine de l'entertainment. Non, c'est pour ça que je suis le moins entrepreneur des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est pas ta vibe. Non. En fait, là, je le fais parce que j'aime ça, parce que je trouve ça trop cool, je suis trop content d'accompagner des gens, etc. Mais je suis pas du tout en mode plan de carrière. Je suis pas du tout en mode ok, je vais faire ça et ensuite je vais grossir. Et parce que techniquement, en plus, et ça, pour le coup, c'est vraiment, et je peux le dire parce que, comme j'ai dit, c'est pas mon plan de carrière. Je pense que ça va vraiment être un secteur qui va exploser le côté communication, réputation des youtubeurs. Genre, pour moi, c'est même assez abusé que ça soit en retard à ce point, dans le sens où, notamment les gros youtubeurs, pour moi, ils devraient avoir quelqu'un pour les conseiller, mais c'est sûr, à 100%, toutes les personnalités publiques, elles ont des gens pour les conseiller, pas eux, alors qu'ils sont exposés à H24. Donc, je suis sûr que c'est un secteur qui va exploser et je pourrais me dire, all-in, je me lance à fond, j'essaye de monter une petite agence de réputation, spécialisée en réputation comme de crise des youtubeurs, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc, hein. Mais je vais pas le faire. Donc si quelqu'un veut me voler l'idée, premier degré, n'hésitez pas à le faire. Parce que c'est pas dans ma nature. J'ai beaucoup de proches qui sont justement entrepreneurs, qui ont lancé des trucs, et je sais la liberté que ça donne, mais je sais aussi ce que ça coûte. Je sais les sacrifices que ça demande. Et je suis pas sûr d'être prêt à les faire. Et j'aime bien ce côté où, moi, mon truc vraiment préféré, c'est quand j'étais en alternance, j'avais mon taf, j'allais au bureau, ça n'avait rien à voir avec ma chaîne YouTube. Le soir, je rentrais, pour le coup, j'étais sur ma chaîne YouTube et j'avais ces 2 trucs à côté, l'un et l'autre, qui se complétaient, qui étaient différents et qui me donnaient aussi une stabilité. Il y avait mon salaire qui tombait à la fin du mois, quoi qu'il. J'étais pas stressé pour les vues de mes vidéos, devoir vendre des piges, de machin truc. Et ça, c'est aussi une liberté en tant que telle. Je sais pas si tu te rends compte, mais dans ta vision, j'ai l'impression de la vie en général, t'es très, sécuritaire, long terme. Ouais. Quand tu parlais de... Quand tu cherchais ton sujet,
tu cherchais un sujet, genre, bah là, tu parlais de pop culture, mais genre en te disant, OK, il faut que dans 20 ans, je puisse toujours en parler, sans te dire, bah, je peux juste faire un pivot, au pire. Hein. Et à plusieurs moments, par exemple, quand tu parles du foot, en disant, Ouais. est-ce que je peux être footballeur pro? Bah, genre, non, je peux pas faire ça toute ma vie, donc j'y vais pas, tu vois. Ça sent que du coup, dans ton approche en général, tu as ce besoin d'avoir un cadre assez safe sur lequel tu te projettes assez long terme, Ouais. ou même là en disant, c'est marrant parce que du coup, toi tu te dis CDI, comme ça j'ai mon cadre, j'ai ma sécu, je me vois faire ma carrière et aller au bout là-dedans, tu vois. T'as pas le sentiment que ça te pose des barrières? Non, justement, je pense qu'au contraire, ça Tu te me sens mieux, plus bah, serein? ouais, je me sens plus serein, plus libre et je pense que, le bonheur est dans aussi la routine et justement l'espèce de sérénité de je rentre chez moi et en fait, je sais que le mois prochain, je vais pouvoir payer mon loyer, quoi qu'il et en fait, je pense que c'est parce que j'ai des grandes ambitions, mais pas, pécuniaires. Dans le sens où moi, je comprends et je vois complètement le mindset des gens qui sont en mode: «Je vais monter un empire, je vais créer une entreprise, je vais embaucher 10 personnes, on va grossir de 20 de chiffre d'affaires chaque année». Je le vois et je comprends ce mindset, et c'est trop cool pour ceux qui l'ont. Mais j'ai de la chance, je viens d'un milieu relativement aisé. Je suis pas non plus issu de la bourgeoisie, quoi. Mais genre, j'ai pas du tout de problème d'argent. Je gagne déjà bien ma vie. Ça fait en plus bah, bientôt 10 ans que je travaille et ça fait bientôt 10 ans que je gagne bien ma vie en ayant été étudiant. Et en fait, je suis jamais plus serein que ouais, quand je sais qu'il y a un truc un salaire qui m'attend à la fin du mois et que bah, du coup, je vais pouvoir me lancer à 100% entre guillemets dans mes vidéos YouTube bah, je peux faire un sujet où je sais que personne va cliquer et en fait, c'est pas grave. Parce que par exemple, l'exemple pareil que je dis toujours, c'est si vraiment j'avais des ambitions professionnalisantes pour ma chaîne YouTube, bah, il y a des sujets que je ferai plus et il y a des sujets, notamment sur les influenceurs, que je ferai beaucoup, beaucoup plus souvent. Or, là, je me force à varier un peu les sujets parce que, en fait, c'est ça qui me stimule, c'est de parler de trucs différents. Si je parlais des influenceurs toutes les semaines, il y a un moment où j'en aurais marre de parler des influenceurs, quoi. J'en pourrais plus. J'ai un grand respect pour vous savez qui, ou même Cyplay qui parle beaucoup de Camelot. Alors, Cyplay a plus de chance parce que je trouve que Camelot se renouvelle plus et il y a plus de nouvelles œuvres que vous savez qui parle d'Harry Potter encore, quoi. Et waouh! Le respect de continuer à parler d'Harry Potter alors que les trois quarts des chaînes Harry Potter se sont arrêtées, notamment pour cette raison. Et donc, non, moi j'ai vraiment eu ce truc de. En fait, si demain je veux faire des vidéos sur des trucs de niche qui m'intéressent et qui vont faire 20 000 vues, et ben je vais faire Tu ces peux. vidéos. Exactement, je peux le faire et mon frigo, il sera rempli de la même manière. Et ça, je trouve que ça donne une liberté artistique qui est bien plus grande que si jamais j'ai un business plan, j'ai un monteur à payer, j'ai un sponsor qui me dit il faut que tu fasses tant de vues et machin truc. Et où là où je me dis, bah forcément, si j'ai un sponsor, un monteur à payer, bah ouais, je vais aller faire ma 5e vidéo sur l'Ennastuation en disant le problème avec l'Ennastuation, ça va faire 200 000 vues. Et en même temps, c'est normal, hein, et je comprends complètement parce que bah, c'est ça qui va me permettre de payer les gens. Or là, ma stabilité, elle vient d'autres choses. Après, la question, c'est réussir à concilier la vie pro et les trucs YouTube, où parfois ça fait beaucoup. Mais ouais, moi en tout cas, c'est là-dedans que je trouve mon mindset paisible. Tu parlais t'as d'autres ambitions? À un moment, tu as évoqué ça. Est-ce que tu as des ambitions particulières en te disant, tu parlais de tes ambitions, elles sont Ouais, ailleurs, ouais. elles sont pas pécuniaires. Est-ce que Ouais. tu les partages ouvertement ou c'est Ah un oui, sujet oui. que tu Non, non, gardes? non. Alors là, il y a pas de. Surtout que mes ambitions, c'est devenir meilleur dans ce que je fais et dans ce que je suis. Ok. Et là, par exemple, je travaille sur une grosse vidéo sur la célébrité qui va sortir en novembre. Elle dure 24 minutes. Donc, en fait, de loin, on peut se dire, ouais, ok, c'est une vidéo comme les autres, quoi. Mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur l'écriture, sur le montage. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui me représente le mieux, quelque chose de, justement, comme je disais, plus artistique, peut-être moins facile d'accès, même si ça reste quand même très facile d'accès. Hein, c'est très accessible ce que je fais. Mais, et c'est vraiment là-dedans, aujourd'hui, mon ambition. Et c'est de me dire, ok, comment je vais pouvoir faire mieux dans ce que je propose, proposer mieux et du coup moins aussi être dans le truc de ok comment je vais pouvoir proposer plus et ou comment je vais pouvoir faire plus de vues, qui est un vrai truc comme j'ai dit, je l'ai eu pendant longtemps et qui est un truc essentiel hein, quand on veut vivre sur YouTube. Et maintenant, notamment quand j'aurai trouvé ma stabilité avec mon travail, mon CDI et tout, ça va être l'idée aussi de se dire ok maintenant je vais pouvoir me poser et juste faire les meilleures vidéos YouTube possibles.
Et même si c'est pas dans la tendance, même si c'est pas le thème parfait, même si c'est pas c'est genre, ok, quelle est la meilleure vidéo YouTube que je puisse faire, me dépasser à chaque fois. Et c'est vraiment. Et ça, c'est une ambition qui est plus difficile à avoir quand on est dans une perspective de croissance économique, je trouve. Ah oui, tu es dans une approche qui est bien plus artistique et t'as pas le sentiment que ça peut te brider, ce fait de bah, tu peux pas trop rémunérer des gens, donc tu bosses seul. Ouais. Donc peut-être qu'à un niveau, je sais pas, de production ou de quoi que ce soit, ça peut être un peu handicapant où tu vas dire ok bah je suis un peu obligé de rogner sur mes ambitions parce que j'ai pas forcément les moyens. En fait, bah, il y a plusieurs facteurs. Déjà, j'ai une chance, c'est que mes vidéos, c'est pas les vidéos de Squeezie, donc en fait, j'ai pas besoin d'une équipe de prod énorme. C'est sûr. C'est des voix off, des facecam et de l'analyse. Ce que je dis toujours, c'est que ouais, un monteur ferait mieux le taf que je fais que moi. Genre, un monteur, il ferait mieux. Un graphiste, il ferait de meilleures miniatures que moi. Mais il y a aussi un plaisir. Et c'est là où je comprends encore une fois les youtubeurs qui délèguent parce qu'ils sont dans une autre perspective. Mais moi, même si j'avais les moyens de déléguer, et techniquement, j'ai les moyens de déléguer, hein, pas via YouTube, mais via d'autres canaux, j'ai les moyens de déléguer. J'ai pas envie de déléguer parce que j'aime faire ça, quoi. Genre, pour moi, ma vidéo, elle prend forme et elle prend vie aussi dans le montage. Parce que dans le montage, c'est moi qui vais choisir chaque vidéo de 5 secondes d'extrait qui va apparaître. Je vais la choisir et je vais pas la choisir au hasard. Je vais la choisir parce que c'est une série que j'ai kiffé, parce que je trouve que ça fait un parallèle avec ce que je suis en train de dire. Pareil pour les musiques de fond. Souvent, je réutilise des musiques de fond de films que je kiffe ou d'artistes que j'adore. Et c'est aussi comme ça que je construis mon identité, que je construis vraiment une œuvre, entre guillemets. Et je trouve que c'est la force de YouTube et qui faisait sa force au début, c'est toi et ta caméra, et tu peux créer un truc qui te ressemble à 100% et être 100% en indépendant. Ça s'est complètement perdu, et je peux comprendre pourquoi, ça s'est structuré YouTube et tout. Mais aujourd'hui, des youtubeurs qui ont plus de 200 000 abonnés, qui font des vidéos régulièrement, sans sponsor, full, qui font le montage, qui font les miniatures, etc., il n'y en a pas des masses non plus. Et moi, au contraire, j'aime cette vision de dire, en fait, les gens qui viennent, ils viennent voir mes vidéos pour leur qualité, mais aussi pour leurs défauts. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a un moment, la police d'écriture, c'est pas très beau. Ok, peut-être que le son, il est pas parfait, j'aurais pu mieux le mixer. Mais déjà, moi, j'apprends à chaque vidéo. Et c'est trop plaisant d'apprendre et d'être en mode, ok, ma vidéo, elle est mieux que la précédente. Même en miniature, j'apprends sur Photoshop, ok, en fait, les calques, ça se gère mieux comme ça, etc. Donc ça, c'est très plaisant. Et je pense que pour les gens, il y a un côté aussi ironiquement authentique de, en fait, il y a des erreurs, il y a des trucs, etc. Mais c'est 100% moi, dans le sens où, en tout cas, c'est moi qui ai tout fait. Homemade. Exactement, homemade de A à Z, avec ses qualités, avec ses défauts. Je pensais, tu vois, quand je parlais de ça, je pensais, c'est vrai qu'il y a le montage, etc. Moi, il y a un point sur lequel je me suis dit, c'est dommage, mais il y aurait pu y avoir un peu plus de cachet. C'est dans une des vidéos documentaires que tu as pu faire, alors je sais plus ce que c'était le titre, crise des youtubeurs ou un truc comme ça, où notamment tu fais venir beaucoup d'intervenants qui sont très intéressants et tu es en visio avec, tu vois. Et si jamais tu avais pu les avoir en IRL dans un studio et avoir un truc très cadré à ce niveau, je me suis dit, niveau cachet, ça aurait pu être, tu vois, le truc, mais en même temps, tu gardes du coup cet aspect un peu plus artisanal. Exactement. Donc tu vois, ça peut être un parti pris aussi, comme tu dis. Pour moi, c'est mon parti pris. Et en plus, en l'occurrence, encore une fois, par exemple, pour prendre cet exemple, effectivement, de mon dernier docu avec des youtubeurs, c'est pas tant une question de moyens, dans le sens où, je veux dire, j'aurais pu louer un studio, m'organiser avec un youtubeur, etc. C'est juste que déjà, c'est très compliqué d'en avoir des youtubeurs. Tu dois être bien placé pour le savoir, hein, pour les avoir dispo, etc. Et qu'effectivement, moi, il y a ce côté, en fait, on fait la visio, ou parfois même je vais les filmer, mais je vais les filmer à l'arrache avec une caméra, un micro-cravate et c'est tout. Parce que, et c'est ça aussi que je voulais retranscrire dans ce documentaire, qui est donc un documentaire, hein, ça dure 1h30, machin truc et tout. C'est à la YouTube. Et à la YouTube, comme on l'entendait avant, en mode, ok, c'est cool. moi, c'est moi avec ma caméra, avec effectivement un invité qui a un super micro, on l'entend super bien, et l'invité d'après, son micro est grésille, et c'est limite si l'image, elle saute pas tous les 2 secondes. Mais c'est pas grave, et en fait, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ça reste regardable. Après, c'est une vraie problématique d'un point de vue de visibilité, dans le sens où, pareil, c'est pas une bonne stratégie du tout. Et c'est pour ça que je suis pas là pour faire la promotion de ma manière de voir YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je conseillerais de faire à un créateur. Parce que quand t'es à côté, entre guillemets, en concurrence,
d'une vidéo maxi-produite, ou que même maintenant dans ma niche, il y a des jeux, enfin la plupart ils se font accompagner sur l'écriture, ils ont un monteur, et ils sont très très peu à monter leurs vidéos, encore plus les vidéos storytelling, bah, tu dois bien connaître, mais elles sont rarement montées par celui qui les incarne, et même maintenant rarement écrites par celui qui les incarne, et pareil pour la miniature. Bah ouais, en fait, eux, ils ont une longueur d'avance sur moi. Leurs vidéos, elles sont beaucoup plus léchées, c'est beaucoup mieux construit et tout. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ce que je fais. Et déléguer, c'est aussi. Ça demande aussi du travail. Ça demande aussi de l'investissement. Et pour moi, si je venais à déléguer, pour le coup, il faudrait que ça soit dans une perspective de me dire, OK, je vais grossir. OK, enfin, tu vois, d'avoir un vrai business plan derrière. C'est juste pour déléguer, Ça autant n'a le pas de faire sens. moi-même, quoi. Ouais, bien sûr, non, t'as pas... ça reste aligné avec ta vision de YouTube et ce que tu vois pour ta chaîne et même ton quotidien de manière générale. Donc, ça a beaucoup de sens. Un autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, on en a parlé, du coup, ton mémoire, Ouais. où tu parles de relations parasociales, voire même, du coup, tu parles de relations transparasociales. Ouais. Je voudrais bien que tu nous expliques un peu ça. Et après, voilà, tu nous présentes un peu ce mémoire, de savoir pourquoi tu as choisi ce sujet. Tu nous fais un peu en filigrane de tes découvertes, même si du coup je suis plus à 70 ou 90 pages dans ces eaux-là. Et après, on reviendra ensemble sur certains points. La relation parasociale, c'est un concept qui a été théorisé dans les années 60 maintenant, je crois, qui est en fait à la base basé sur les stars de la télé, du cinéma, etc. Et c'est sur cette impression de proximité qu'on peut avoir avec des gens qu'on voit à l'écran. Tout le monde l'a déjà senti. C'est-à-dire que ça peut même être avec des personnages fictifs. Et c'est l'impression qu'on a de connaître une star. C'est le fameux, maintenant, le meilleur exemple, c'est quand vous voyez une star cancel parce qu'elle a eu un comportement déplacé et que vous vous dites « Oh, j'aurais pas cru ça ». Bon, bah en fait, c'est de la relation parasociale parce que comment ça, t'aurais pas cru ça? Tu ne connais pas la personne, tu sais pas comment elle est dans la vie quotidienne, etc. Donc c'est vraiment cette impression de proximité, cette impression d'interaction. C'est quand je m'adresse à la caméra. Là, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, vous avez l'impression que je m'adresse à vous. Là, je m'adresse à un objectif dans une salle avec un énorme spot éclairé. Mais le rendu vidéo va donner l'impression que je vous parle. Et c'est d'ailleurs le but du dispositif même du podcast. On est assis et on a l'impression quasiment que le troisième siège, il est là et que la personne, elle est là avec nous, en train de discuter avec nous. Alors qu'en fait, on est juste en train de discuter. Et donc, c'est ça la base de la relation parasociale. Et ce qui a été théorisé par une chercheuse qui s'appelle Chen Lu, qui travaille à l'université de Singapour, c'est que donc cette vision parasociale, on l'a très vite appliquée aux youtubeurs en disant les youtubeurs c'est exactement ça, ils se prennent avec leur caméra, ils filment, ils parlent aux gens, les gens ont l'impression d'être proches d'eux et c'est, je trouve extrêmement frappant encore plus. J'ai été récemment à des événements où il y a à la fois des stars dites traditionnelles et des youtubeurs et on voit que les fans ont beaucoup plus tendance à aller voir les youtubeurs, même pour leur demander des photos, pour leur parler, etc. parce que ils ont beaucoup plus l'impression d'être proches d'eux qu'une star qu'on va voir sur le tapis rouge et qu'on va voir au cinéma. Et donc, partant de ce principe-là, de ce constat-là, ok, pourquoi les fans se sentent plus proches des youtubeurs qu'ils se sentent des stars traditionnelles? Chez nous, elle a développé ce qu'elle appelle la relation transparasociale, et donc qui fait que, normalement, la relation parasociale, c'est une relation unilatérale. C'est ce que je disais, c'est la personnalité publique s'adresse à la caméra et il n'y a pas de possibilité de retour. Tu regardes sur ta télé, tu regardes, tu peux parler si tu veux, mais ça sert à rien, quoi. Il va pas t'entendre. Or, désormais avec les réseaux sociaux, il y a une forme de retour asynchrone, qui est pas direct, évidemment. Il n'y a pas un dialogue direct, même si parfois ça peut être le cas dans certains trucs, genre j'écoute les anecdotes de mes abonnés ou quoi. Mais il y a une forme de dialogue qui s'installe et il y a une forme de proximité encore plus forte qui explique pourquoi la relation transparasociale entre les youtubeurs et leur audience est encore plus forte que pour les personnalités traditionnelles. Et pour répondre à ton autre question, donc pourquoi j'ai eu envie de faire ce mémoire? Raison très simple, j'avais comme projet de faire un documentaire sur les youtubeurs, qui était un truc très ambitieux. Je devais rendre un mémoire de 70 pages à la fin de l'année, et je me suis dit, bon, peut-être que ça serait smart de faire d'une pierre deux coups, parce que ça serait bien que tu rebosses pas, que tu partes, parce que j'avais plein d'idées d'autres mémoires, hein, mais que je parte pas dans un tunnel d'un truc pour écrire un truc de 70 pages, et à côté faire un documentaire d'1 heure et demie qui n'a rien à voir, alors que les deux pouvaient se compléter et je trouve au final se complètent assez bien. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et parce que c'est un sujet que j'étudie depuis 10 ans maintenant. Donc je connais bien. Tu le vis et tu l'as vécu, toi, avec certains abonnés, cette relation, je vais dire parasociale pour aller au, oui, pour aller au plus simple. Mais ouais, tu as eu des interactions un peu spéciales, parce qu'on a eu des histoires de
de personnes notamment qui allaient sonner chez Mastu, Ouais. qui en a beaucoup parlé, mais j'ai eu des échos de beaucoup de créateurs en fait, les gens se rendent pas compte et vont les voir et ont l'impression d'être potes avec les créateurs. Tu le vois même après un GP. Ouais. T'as plein de gens qui ont tu as des syndromes de down post-GP, comme s'ils avaient fait l'événement, comme s'ils avaient été Dans la voiture. Ouais. dans la voiture, ou comme soit les pilotes, soit les parties prenantes qui, quand t'as donné beaucoup pour un événement, t'as une période de retombée après, mais parce que t'as participé véritablement. Et ces gens-là, on se down par transposition. Ouais, par procuration. Par procuration, c'est ça. Moi, je l'ai pas trop. En fait, je suis honnêtement dans ma vie de tous les jours, personne me calcule jamais. Et Ouais. c'est trop bien. C'est-à-dire que en fait, j'en suis au niveau où j'ai à la fois les avantages de la popularité en ligne, toute relative, mais qui fait que mes vidéos sont vues quand même. Il y a beaucoup de gens qui partagent, etc. Il y a beaucoup de gens qui commentent à chaque fois. Mais en même temps, moi, dans ma vie quotidienne, personne m'arrête pendant que je fais les courses en mode oh Adam Brosse. Plusieurs explications à ça. Première explication, c'est que je suis pas tant connu que ça. Deuxième explication, c'est que même si quelqu'un me reconnaît, je pense pas qu'ils se disent oh ça vaut le coup d'aller demander une photo. Enfin, tu sais, personne veut une photo avec moi. Le peu de gens qui parfois me parlent, c'est pas pour me demander une photo. Souvent, c'est juste pour me dire qu'ils aiment. Et troisième raison, c'est que vu que je parle beaucoup de la relation parasociale, je pense qu'il y en a certains qui se disent merde, est-ce que je vais pas aller recréer ça quoi. Donc en fait, j'ai créé sans le vouloir. C'était pas du tout voulu une espèce de barrière. Donc ça, en vrai, ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé d'ailleurs hier soir. C'est marrant quand je suis allé voir le film d'Orelsan, il y a juste un mec qui est venu me voir et qui m'a dit ah non. Et effectivement, et j'en parle d'ailleurs très rapidement dans le mémoire parce que justement j'ai pas voulu le tourner autour de moi, mais il y a un peu ce côté quelqu'un qui me reconnaît dans la rue et qui fait ah Adam, et j'ai souvent ces 10 secondes de est-ce que c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie ou est-ce que c'est quelqu'un qui me connaît et que je connais pas, parce qu'en plus ça t'est sûrement arrivé d'avoir quelqu'un qui te dit salut, ah comment ça va depuis le temps, merde. exactement, et t'es en mode ça va super et toi vous ouais. Et tu deviens quoi, ouais. Exactement. Et moi du coup plusieurs fois ça m'est arrivé on se connaît ou on se connaît en mode tu m'as vu sur internet quoi. Et c'est vrai que très vite il y a vraiment un décalage énorme, et même quand je vois que c'est quelqu'un qui me connaît sur internet, je vois dans ses yeux qu'il me connaît. Genre il sait pas qui je suis dans la réalité, mais en tout cas il pense savoir qui je suis, et pour moi c'est un parfait inconnu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas comment il s'appelle, etc. Alors que la personne, il y a une asymétrie, et c'est ce dont je parle dans le mémoire, il y a une asymétrie d'informations énorme entre l'abonné qui connaît mon prénom, parfois peut-être mon vrai nom de famille, mais même peut-être pas mon vrai nom de famille, mais en tout cas ce que je peux faire sur YouTube, ce que j'aime, peut-être même mes films préférés. Enfin, il connaît quand même pas mal. Ton visage, tes mimiques aussi. Exactement. Beaucoup de trucs corporels qui passent en fait dans la discussion naturelle entre deux humains, quoi. Ouais, alors que moi, pas du tout. Moi, je suis face à n'importe quelle personne qui pourrait m'arrêter dans la rue. Et comme j'ai dit, moi, c'est un stade super chill, ça m'arrive une fois tous les 6 mois, c'est tranquille. Et souvent, en plus, vu que j'ai une chaîne un peu analyse, de niche et tout, les gens qui m'arrêtent, c'est rarement des collégiens qui viennent me harceler. Mais du coup, je comprends que pour un créateur de contenu dont c'est le métier et qui est vraiment très exposé, mais ça doit être cauchemar. Cauchemar, notamment au début. Après, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'habitues. Enfin, non pas tu t'habitues, mais tu commences à savoir qu'à chaque fois qu'une personne te reconnaît, elle te connaît et toi tu la connais pas. Et donc tu dois être habitué à dialoguer avec des inconnus avec une asymétrie d'information, et tu dois développer des techniques quoi. Mais les premières fois, effectivement, moi je comprends que ça soit terrifiant d'avoir une personne qui dise trop bien, en plus t'as déménagé la semaine dernière, ça se passe bien. Et toi t'es en mode très flippant. Et toi tu peux même pas lui répondre et toi parce que t'es en mode mais qu'est-ce que. Et moi en plus j'ai ce réflexe de je dis ça autour d'un podcast de 2 heures qui a tourné autour de moi, mais je fais en sorte que les discussions ne tournent pas autour de moi dans la vie de tous les jours. Et du coup, quand quelqu'un vient me voir... Tu peux pas renvoyer. Bah ouais. Donc j'essaye un peu de renvoyer, tu sais, je suis en mode et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment t'as découvert la chaîne? J'essaye, mais en fait, moi, je connais rien de la personne. Donc ça, c'est vrai que ça crée un décalage intéressant, et en même temps, c'est ce décalage que vous vendez ensuite aux marques et qui fait que les gens achètent. Hein. C'est ce que j'allais y venir... tu vois, alors, juste avant de passer sur l'aspect marketing d'influence pure,
toi qui travailles dans ce milieu un peu quand même, qui est amené des fois à rencontrer d'autres créateurs de contenu, est-ce que avec ce recul que tu as, tu t'es rendu compte des fois de ce truc-là, de relations parasociales que tu pouvais avoir? Ah bah bien sûr. Moi, je le vois avec les créateurs de contenu. Je suis allé il y a 2 jours à l'avant-première de Souvenir, la série de Seb et Sofiane. Il y avait que des créateurs de contenu que je connaissais, dont je pense quasi aucun me connaissait. Bah là, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dans le. En fait, lui, je sais qui c'est, Ouais, mais lui, il me connaît pas. Et mais moi, j'ai entre guillemets ce recul-là parce que bah, c'est mon domaine d'étude et c'est mon sujet de recherche. Mais du coup, je comprends que ça soit très perturbant. Et puis, il y a ce côté aussi, effectivement, tu as envie d'aller à parler à la personne parce que tu sais que tu as des choses en commun avec cette personne. Mais la personne en face, elle sait pas qu'elle a des choses en commun avec toi et elle s'en fout, en fait, en réalité, surtout. Et parce qu'en plus, cette personne-là, il y a 500 personnes autour d'elle qui la connaissent et qui ont qu'une seule envie, c'est d'aller lui parler, etc. Donc, c'est parfois même difficile d'être capable d'avoir ce truc de recul, de se dire, ah non, en fait, je vais pas aller la voir pour lui parler parce que j'ai rien de vraiment intéressant à lui raconter de plus que les 500 autres personnes qui la connaissent. Mais donc oui, j'ai déjà senti moi-même ce décalage entre créateurs de contenu, d'être reconnu par des créateurs de contenu que je connaissais pas, ou à l'inverse, de reconnaître des créateurs de contenu qui, eux, me connaissaient pas. Donc, et même, c'est marrant, je discutais avec Masqué, je sais pas si tu vois, le ouais, bien créateur, sûr. à cette soirée-là, et on discute, etc. On était dans un groupe, on était 4-5. Et au bout de 20 minutes, il me regarde, il fait mais t'es Adam Brosse. Et je fais oui. Et en fait, tu sais, et du coup, on avait une discussion pendant 20 minutes, Ouais, complètement asymétrique. Enfin, moi, j'étais même pas parti du principe qu'il me connaissait ou quoi, mais où lui, en fait, il se disait, ok, c'est un inconnu, moi, je le connaissais. Et c'est au bout de 20 minutes qu'il se rend compte qu'en fait, il me connaît. Enfin, tu vois. Et donc, ça crée des décalages et des situations très effectivement marrant. très, très étranges. Ouais, c'est très intéressant. Mais ouais, même moi, du coup, on va y revenir juste après, parce que marketing d'influence, j'ai aussi du recul et je comprends comment ça fonctionne. Même moi, ça m'arrive de, du coup, en échangeant avec des créateurs ou en rencontrant certains, tu as une certaine image et en fait, tu es en mode, ah, du coup, c'est pas la même chose et tu prends du recul. Déjà, c'est pas, enfin, en fait, il y a un mec derrière, c'est pas juste quelqu'un qui est devant la caméra et il est comme il est devant la caméra, Oui, dans comme la vraie en vie. vrai. Et tu as ce truc-là de dire, OK, comment maintenant tu discutes normalement avec quelqu'un comme si tu n'avais pas ces infos-là? Ouais, bah, c'est marrant parce que c'est le thème du coup de ma vidéo sur la célébrité. Je te donne une exclue, mais bon, d'ici que le Ouais. podcast sorte, ça se trouve, je l'aurai annoncé. Le titre, c'est La célébrité, c'est devenir l'ombre de soi-même. Et c'est justement sur comment, en fait, chaque célébrité développe un persona, Ouais, donc une personnalité publique qui n'est pas elle. Et moi, souvent, on me dit pareil, ah, t'es pas comme dans les vidéos. Et je dis, mais heureusement, je serais insupportable si j'étais comme dans les vidéos, tu sais, je serais à tout analyser comme ça en mode, ah bah, en fait, non, c'est trop relou. Donc, non, et effectivement, l'autre point super intéressant, c'est comment se comporter normalement autour de ces gens. Super difficile, mmh, extrêmement difficile parce que c'est trop bizarre si tu les traites comme si c'était des inconnus pour toi, alors que c'est pas des inconnus, genre vraiment, pour le coup, t'as des infos sur eux, et en même temps, tu peux pas non plus les traiter comme si t'étais tes potes, encore plus, et plus ils sont connus, plus c'est bizarre d'avoir une interaction normale avec eux, et c'est vrai qu'on prend souvent le parti de la célébrité, mais qui est important sur, ok, bah, pour une célébrité, c'est compliqué d'avoir une interaction normale avec ces gens-là, mais pour ces gens-là aussi, c'est compliqué d'avoir une interaction normale avec une célébrité. Moi quand je me retrouve avec parfois des célébrités, bah, c'est quasiment difficile d'avoir une interaction normale avec eux parce que, bah, ouais, je les connais plus que eux, ils me connaissent, je le sais, et en même temps, je veux pas faire le fan, quoi. Je ouais, suis pas fan. Donc, je suis d'accord que c'est un équilibre et c'est un jeu de. Moi qui ai fait mes études de communication, c'est un jeu de communication tellement subtil et tellement compliqué. Encore plus, ouais, toi tu le sais bien, mais les personnalités publiques qui parfois peuvent avoir des caractères très particuliers et parfois plus difficiles que d'autres. Et d'être capable de s'adresser correctement à la personne, c'est parfois plus difficile qu'on pourrait le penser. c'est sûr que c'est particulier, mais après, c'est très, très spécifique à nos positions à tous les deux Ouais, de parce que tu as aussi du recul sur certaines choses et il y a aussi certains créateurs qui, du coup, pour lesquels ça fonctionne, qui sont pas forcément éduqués à ce que représente cette relation parasociale, à quel point c'est central dans leur création de contenu, même si des fois c'est pas voulu. ouais, Mais vu que c'est dans les codes de beaucoup de créateurs de contenu que eux peuvent regarder, et bah, ils transposent les mêmes choses dans leur contenu, donc créer eux-mêmes une relation parasociale avec leurs audiences. Et ça crée, bah, du coup, à certains niveaux, certaines dérives. Et c'est un des leviers principaux du ouais, marketing d'influence, notamment, tu vois,
moi, ce que je fais chez Rookie Agency, donc d'accompagner des marques avec vraiment un objectif ROI conversion, je vais être transparent. Un des trucs qu'on cherche le plus, c'est les créateurs qui vont avoir une relation parasociale qui va être forte avec leur audience. Un mec qui vient de pop la semaine dernière, ça va pas avoir la même valeur en termes de, alors pécuniaire, mais aussi en termes de recommandations auprès de l'audience. Ils vont pas, en fait, la relation parasociale va pas être aussi forte, donc la recommandation va pas être forcément aussi efficace. Ce qui fait qu'on va avoir tendance naturellement à privilégier des créateurs qui sont installés depuis longtemps, à qui on donne une certaine légitimité, qu'on construit un lien fort avec leur communauté. Et tu vois aussi, en fait, du coup, tu comprends par ce biais-là que toutes les créations de contenu ne sont pas équivalentes en termes de création de liens et de relations parasociales. Et tu le vois notamment, ça fait partie des sujets que tu as abordés au niveau du storytelling. Ça fait partie des formats sur YouTube qui sont encore plus développés récemment, où en fait le créateur est beaucoup en retrait par rapport à ce qu'on pouvait avoir en vlog ou en humour, où en fait le cœur du contenu c'est le créateur, c'est sa personnalité, c'est lui. Et donc du coup le filtre il est à ce niveau-là. Là le filtre il est à un autre niveau, de réussir à captiver les gens, raconter une histoire, les intéresser. Mais donc du coup on va leur parler d'autre chose en fait. On va pas leur parler du créateur en question. Et donc du coup pour ces créateurs t'as moins de relations parasociales. Ah bah moi je le vois, j'ai très peu de relations parasociales avec mon audience parce qu'en fait justement, et moi en plus c'est un parti pris d'être en retrait de mes vidéos. C'est-à-dire que les gens louent, alors ce qui est pas vrai, mon objectivité ou ma neutralité. Je suis pas objectif, je suis pas neutre, personne ne l'est, mais t'essayes. J'essaye, et j'essaye surtout, c'est même au-delà de ça, c'est l'honnêteté en fait. C'est-à-dire que j'essaye d'être honnête et d'avoir le moins de biais possible. Mais ça m'empêche pas parfois d'avoir un avis subjectif et tranché. C'est aussi l'intérêt de mes vidéos, c'est d'être en mode quand je choisis un angle plutôt qu'un autre, c'est déjà un avis subjectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'apparais pas sur mes miniatures. Il y a beaucoup d'illustrations dans mes vidéos. Je me mets pas spécialement en scène. Je développe pas un personal branding autour de moi particulier. Pas tellement en fait. Enfin, tu vois. Ouais, et en même temps, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu décrivais le homemade. Oui. Et tu fais, les gens, ils vont se dire, c'est parce que c'est lui, etc. Tu vois. Et donc, t'as comme. J'ai une patte. Voilà. Mais du coup, je pense que j'ai pas trop de. Enfin, je sais pas parce que j'en ai jamais fait, mais. J'ai un pouvoir d'influence sur mon audience, c'est évident, mais j'ai très peu d'abonnés sur Instagram parce que les gens ils s'en foutent de savoir ce que je fais de ma vie. Enfin, tu vois, c'est ce qui est dommage, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Abonnez-vous à mon Instagram. Non, mais parce que c'est pratique pour faire la promo des vidéos ou quoi. Mais moi je trouve que c'est parlant, c'est genre personne s'abonne à mon Instagram parce qu'en fait personne se demande il fait quoi Adam Bros au quotidien, genre dans sa vie, en dehors des vidéos. Non, en fait, Adam Bros, pour eux, c'est le mec qui est dans le studio, qui va leur analyser le nouveau phénomène de la semaine, et c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait, même si quand ils me rencontrent, effectivement, il y a une asymétrie d'information dans le sens où ils me connaissent un peu mieux que moi je les connais, en fait, ils me connaissent quand même très très peu. Et je pense que la plupart de mon audience, c'est même pas quelle étude j'ai fait. Là, j'ai fait une FAQ cette année pour en parler un peu, parce qu'il y a eu un vrai changement de situation dans ma vie. Mais à part ça, personne ne sait ce que je fais dans la vie. J'ai encore des commentaires qui me demandent pourquoi je fais pas de sponsor dans mes vidéos. Enfin, les gens sont pas au courant, quoi, parce que j'en parle pas. Et si jamais demain, tu devais créer ce lien avec l'audience de ton approche et de tes connaissances, d'un point de vue tu vois, purement stratégique, on se parle justement de créateurs storytelling qui pourraient avoir envie de développer un peu plus de relations parasociales avec l'audience. Quand c'est pas toi le sujet, comment est-ce que tu l'amènes ? Pour moi, tu l'amènes justement par de la subjectivité. C'est-à-dire que le ton neutre et objectif à la Hugo Décrypte, c'est top. Mais en fait, là, pour le coup, tu crées zéro lien parce que ça devient très vite impersonnel. En fait, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que mes vidéos, elles pourraient être incarnées par quelqu'un d'autre, mais les gens verraient pas la diff. Enfin, et en tout cas, elles feraient les mêmes vues, etc. Une vidéo de Seb, qui pourtant fait du storytelling, si c'est pas Seb, c'est pas le même nombre de vues. Parce que Seb, il a une relation parasociale. Alors, il a eu de la chance, c'est qu'il l'a développé aussi avant. C'est ça mon point. Je pense qu'il l'a développé avant plus qu'avec le storytelling. Mais dans le storytelling, il en place toujours un peu. Il donne un peu ses anecdotes perso, etc. Donc moi, je pense que c'est là-dedans, et notamment dans la construction d'un personnage. Par exemple, moi, je le fais pas, mais si je voulais, je pourrais me construire l'espèce du personnage, du nerd en marge de YouTube, un peu à l'ancienne, qui fait tout homemade et qui appuie à fond là-dessus. Oui. La réalité, c'est que je le fais pas. Parfois, dans une vidéo, je vais dire, il n'y a pas de sponsor, n'hésitez pas à partager parce que je fais pas de sponsor, mais tu sais, je dis même pas pourquoi, je la joue même pas anti-système, quoi. Mais tu pourrais.
Exactement. Par exemple, je pourrais, justement, à travers des analyses, réussir à le glisser petit à petit. Donc moi, je pense que c'est faisable. On prenait l'exemple de Vous savez qui? Vous savez qui avec Harry Potter? Oui, il y a OK, le traitement factuel de l'analyse d'Harry Potter, mais il y a ah OK, bah vous le savez, mon personnage préféré c'est lui. Vous le savez, mon machin truc préféré c'est lui. Au sein de la fandom Harry Potter, je crois pas trahir de secret si je dis qu'il y a plusieurs camps sur plusieurs sujets et sur plusieurs questions. Bon, Tu peux dire hein, si tu veux. Hein. non, mais ce que je veux C'est marrant comme tu prends des pincettes quand même. Non. Non, mais même pas que sur J.K. Rowling, sur d'autres trucs, sur Ouais. OK, est-ce que les livres sont mieux que les films ou ce genre de trucs, bah et il le fait hein, mais implanter par exemple dire ah bah moi j'ai toujours trouvé que le 3 était surcoté. Bon, c'est un avis catastrophique, mais tu vois si jamais tu le places dans une vidéo, ça donne une personnalité et d'un seul coup les gens ils vont s'accrocher aussi un peu à ça. Et moi je le vois parce que du coup j'ai un podcast ciné avec mon frère où pour le coup on parle beaucoup plus détente, etc. On parle des films, on donne notre avis. Et je vois que la relation parasociale avec les gens qui écoutent mon podcast ciné est genre 1000 fois plus forte qu'avec les gens qui regardent mes vidéos YouTube. Alors pourtant, dans les deux cas, j'analyse ou je parle de films et de pop culture. Donc c'est dans la manière dont on traite le sujet, il y a toujours moyen de développer un personal branding autour des sujets. Bah, et pareil, si on parle de Kaamelott, il y a plusieurs teams, il y a plusieurs types de fans de Kaamelott. Et à ce niveau-là, il y a moyen de se démarquer. Après, pour moi, c'est quasiment impossible d'avoir un personal branding aussi fort qu'une Lena Situation si tu fais du full storytelling. C'est sûr. Après, tu vois, tu peux avoir des compléments. C'est sûr que ça va pas être un vlog, donc naturellement, tu te mettras moins toi en avant. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de FAQ. Oui. C'est un bon moyen, tu vois, de compléter, entre guillemets, ce que tu peux faire. Ou alors, sur d'autres réseaux sociaux, ce genre de choses, tu as d'autres clés où tu peux réussir à amener de la relation parasociale à côté. On parlait ou même ce genre de podcast. Ouais. Parce que tu te livres un peu, les gens... ils t'écoutent parler, ce genre de choses. J'ai eu un retour d'un créateur de contenu qui avait interviewé un autre créateur de contenu, Ouais. où il avait eu le retour d'un troisième youtubeur qui disait ah mais un tel en fait très cool. Ouais. Genre j'ai écouté un peu ce qu'il faisait, etc. J'aime bien le gars, machin. Je connaissais pas forcément, je connaissais son taf, mais c'est tout. Ou même, tu vois, dans le podcast qu'on a tourné avec SciPlay, il parle d'une vidéo où il avait fait une analyse de personnage sur Dolores Sombrage, donc personnage un peu détestable d'Harry Potter et qui est fait pour être détestable. Et il dit que quand il a raconté dans le podcast que quand il avait écrit, il avait pensé à une de ses anciennes supérieures. Non. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui a écouté ça de sa communauté et qui est retourné sur les commentaires de l'ancienne vidéo en mode ah je suis là après avoir écouté le podcast et je regarde ça, tu vois. Ouais, mais tu vois, il aurait pu l'intégrer dans la vidéo en mode ah bah c'est marrant Dolores Sombrage. C'est ça. Mais après au moment où il y était, tu vois, dans une situation qui fait que c'était au moment. OK, je croyais que c'était sur le moment. Non, genre il venait de partir ou quoi que ce soit. Mais parce que je veux dire, c'est là où je pense que dans le storytelling même, il y a moyen d'intégrer de l'anecdote perso. Par exemple, dans ma dernière vidéo où je parle d'Eric Ramsey, bah, je dis ah bah moi j'ai toujours été fan d'Eric Ramsey. Ça peut paraître rien, mais en fait rien que ça, déjà j'envoie une info personnelle à l'audience. OK, en fait Adam, hein, il aime bien les films d'Eric Ramsey. Ça c'est une info parasociale. Alors que parfois dans mes vidéos, il y a genre zéro info parasociale quand je parle du GP Explorer. Ah si, quand je parle du GP Explorer, je dis par exemple j'aime bien le foot. Mais tu vois, il y en a peut-être une ou deux, mais il y en a très très peu. Et en fait, techniquement, je pourrais en mettre plus. Sur le GP Explorer, j'aurais pu rajouter ah moi, c'est vrai que par exemple la Formule 4 ou la Formule 1, ça me parle pas du tout. Le sport automobile, ça me parle pas. Je l'ai pas mis, je trouvais que ça servait à rien. Puis si j'avais voulu développer un personal branding, en vrai, ça prend 2 phrases, ça se rajoute et ça permet à l'audience de créer une espèce de carte mentale de OK, qui est Adam Bros, il aime le foot, il aime pas le sport automobile, il aime Eric Ramsey, il analyse, enfin tu vois. Ou j'aurais pu dire ah bah c'est marrant, c'est un auteur que j'ai étudié quand j'étais au CELSA, hop il a fait le CELSA. Tu vois, il y a toujours moyen de glisser petit à petit, même au sein des vidéos qui peuvent paraître full storytelling de la personnalité. Et si jamais t'as une marque qui t'écoute, même si je sais que c'est pas forcément, du coup je vais te demander de faire l'avocat du diable, hein, non. Qui du coup aimerait comprendre pourquoi le marketing d'influence ça fonctionne, comment tu l'expliquerais en te basant sur la relation parasociale? Bah en fait, c'est pas aussi fort comme différence, mais c'est soit tu regardes une pub à la télé pour la dernière lessive, soit il y a ta daronne qui t'appelle et qui te dit en vrai, ou ton daron pour pas faire de préjugés, ton daron qui t'appelle pour te dire ah il y a cette nouvelle lessive, elle est top.
bah, tu vas plus écouter ton daron que la pub que tu as vue à la télé. En fait, vu que la relation parasociale, elle te donne pas l'impression que le youtubeur est ton daron, mais elle te donne l'impression en tout cas de proximité. Donc, en fait, par la force des choses, ça crée un lien de confiance. Et donc, tu as l'impression que c'est un pote qui te recommande un truc. C'est genre, ou même sur un film, par exemple, tu vas beaucoup plus écouter un pote qui te recommande un film que si tu vois la pub pour un film sur TF1. Et bah, quand tu as un youtubeur qui te dit, ah, ce film-là, il est trop bien, et que tu as développé un lien avec lui, que tu sais un peu ses goûts, que tu vois un peu ce qu'il aime, que tu connais un peu son mode de vie, bah, en fait, sa recommandation, elle va être beaucoup plus forte qu'une recommandation d'une publicité traditionnelle et impersonnelle. Ouais, je l'expliquais exactement de la Et même bah, manière. je t'ai volé ton c'est- explication. Non, mais ça me va très Maintenant, bien. lève, moi. Parce qu'en fait, je me demandais comment toi, t'allais le présenter. En fait, moi, j'ai tendance à dire qu'inconsciemment, on traite du coup les créateurs de contenu comme des potes. Ouais, bah ouais. Et donc, du coup, c'est juste plus. Enfin, ta recommandation commerciale va être bien meilleure si c'est un pote qui dit ah, j'ai testé ça, trop bien, vas-y, essaye. Que si jamais C'est ça. c'est une pub Après, que c'est tu pas peux aussi fort qu'un pote parce que malgré tout, il y a Bien sûr. encore plus quand tu as collaboration commerciale, tu sais que la personne est rémunérée, mais malgré tout, et c'est là où c'est le fameux truc du ah non, la publicité ça marche pas. Si, ça marche en fait. Même si tu sais que le mec est payé pour, si jamais tu vois Joyka qui te parle de la dernière marque de pâte à tartiner, et ben en fait, la prochaine fois quand tu seras devant le rayon, bah cette marque elle t'attirera un peu plus parce que tu en auras entendu parler, parce qu'elle sera associée à des valeurs positives, à des gens que t'aimes bien, et donc tu lui donneras plus forcément sa chance. Et t'associes une certaine crédibilité, une certaine t'associes en fait l'autorité que tu vas attribuer à Joyka à cette marque de pâte à tartiner qui d'un coup en fait sera plus déjà en fait à partir du moment où dans le rayon tu vas te souvenir et tu vas la voir et tu vas te dire ah, je vois cette marque, c'est une pâte à tartiner dans le rayon Ouais, bah oui. et que c'est celle-là, et bah déjà c'est enfin T'as été il y a influencé. un impact, voilà. Ah ouais, et c'est pour ça, et j'en reviens sur mon business, appelez-moi. Non, et c'est là où la réputation des youtubeurs est super importante parce que une marque, au-delà de faire, alors toi t'es très ROI, etc., au-delà de faire de la conversion, c'est aussi notamment pour les plus gros faire de la notoriété et donc s'associer en fait à la réputation positive d'une marque. Une marque qui s'associe à la situation, elle va s'associer à un univers un peu autour du luxe, autour des jeunes femmes qui veulent entreprendre, etc. Tu vois, il y a toute une image qui va avec, une imagerie qui va avec. Et moi, c'est pour ça que je comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens dont le métier, ça soit de travailler sur cette imagerie qui ensuite va être vendue aux marques. Parce que je me souviens que tu l'as abordé dans plusieurs vidéos, cette notion de terminologie, influenceur, créateur de contenu, c'est quoi ton avis là-dessus? Je m'en fous. En vrai. Ouais. En fait, bon, moi, le terme influenceur, il me dérange pas dans le sens où c'est des gens qui sont payés pour leur influence. Par exemple, moi, j'aurais tendance à pas me mettre dedans parce que je considère que je suis pas payé. Aucune marque me paye pour mon influence. Mais si on veut aller très loin, on peut dire que j'influence les gens à cliquer sur mes vidéos et donc il y a des pubs devant et donc je suis un influenceur. Et donc, si quelqu'un dit que je suis un influenceur, je vais pas me vexer et être en mode ah non, il m'a appelé influenceur, c'est faux, je ne suis pas de ce pain, je ne mange pas de ce pain-là. Non, c'est un mépris que je trouve quasiment déplacé. Pour autant, oui, je trouve que le mot influenceur, il s'est imposé, il me va très bien. Créateur de contenu, c'est celui que j'utilise parce que ça veut tout et rien dire. Mais en même temps, ça veut tellement tout et rien dire que ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre un compte TikTok, qui fait 3 TikTok de lui dans son jardin, est-ce que c'est un créateur de contenu ? Oui, techniquement. Bon, c'est pas ce que j'entends quand je parle de créateur de contenu. YouTuber, bah, c'est trop lié à une plateforme, même si je trouve que bah, ça parle quand même. Streamer, pareil, c'est trop lié à Twitch. Mais ouais, techniquement, en termes de terminologie, ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin, parce que je suis bien placé pour analyser le sens des mots et tout. Mais c'est pas anodin. Mais moi, ouais. C'est pas un combat. Non, ça me vexe pas. Ouais, t'inquiète, je comprends et je partage. Et en vrai, moi, t'as surtout eu au moment de la loi, etc., et des différentes affaires, une volonté de séparer. Et en fait, ils font le même métier. Malheureusement, c'est fait, ça. Moi, c'est ça qui là-dessus me vexe un peu, c'est que, et pour le coup, je dis ça alors que je le fais pas, moi, mais c'est des gens qui font le même métier, c'est-à-dire que oui, même des créateurs de contenu qui font du super travail, storytelling, maxi léché, ils sont rémunérés pour la même chose que Julien Tanti qui fait des stories pour du dropshipping.
En tout cas, c'est la même mécanique derrière, c'est la même raison pour laquelle ils sont rémunérés. Alors, je comprends, hein, moi aussi, j'aurais pas envie d'être associé à Julien Tanti, mais la réalité, c'est qu'on fait le même métier, quoi. C'est genre, c'est comme, je suis sûr que le présentateur télé d'Arte, il est pas content d'être mis dans la même case que Cyril Hanouna. Bah, ils font le même métier quand même, quoi. Même s'ils font pas la même chose, mais ils font le même métier, donc ça me choque pas, quoi. Et alors ça, c'est un point sur lequel moi j'ai un vrai questionnement. J'ai quelques pistes de réponse de par mon métier, mais une vraie question, et je sais pas à quel point tu auras même des éléments de Waouh, réponse à m'apporter, mais je te la pression. tease, mais la Pression, question n'est pression, waouh, pas, waouh. n'est pas, Qu'est-ce que la n'est pas vie? incroyable. Non, c'est au niveau de la relation parasociale. Comment est-ce que tu arrives à te dire, ok, ce créateur-là, la relation parasociale avec sa communauté, ou en tout cas une partie de sa communauté, elle va être très forte, alors que un autre créateur, moins, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à le quantifier? Hmm. Bah, je trouve que ça passe beaucoup par l'espace commentaire. Si tu lis les espaces commentaires pour les avoir analysés, certains, pour mes vidéos YouTube, tu, tu te rends compte très vite que il y a des. Par exemple, dans mon espace commentaire, à part peut-être les commentaires négatifs qui ont mal parlé de moi directement, quasiment personne parle de moi. Tout le monde va parler du sujet. Tu regardes une vidéo de GLC, je pense que la moitié des gens, ils parlent de GLC. Et parfois même, ils vont s'adresser à GLC directement, en mode ah, trop marrant quand t'as fait ça. Tu vois. Et donc là, tu peux voir effectivement un lien parasocial très fort. Donc dans les commentaires, déjà, ça peut se voir. Ensuite, pour moi, il y a sur la capacité à mobiliser en dehors du contenu de prédilection. Quand Lena Situation, elle vend 10 000 livres en une semaine, ce qui est énorme à l'échelle de l'édition, bah en fait, tu comprends que là, il y a une relation parasociale très forte. Quand il y a la queue, très forte, quand il y a la queue devant son pop-up, pareil. Quand il y a un YouTuber qui fait un crowdfunding et qui malheureusement n'arrive pas à le financer, tu vois que la relation parasociale, après, il peut y avoir d'autres facteurs, genre le projet peut ne pas plaire ou quoi, mais ça peut être pour moi des indices de, ok, en fait, sa communauté, elle le suit, mais est-ce qu'elle le suit tant que ça? Genre, moi, je sais que j'ai un pouvoir de mobilisation très faible de ma communauté, parce qu'en fait, les gens, ils me suivent pas pour moi, donc ils s'en foutent de moi, donc si demain je disparais, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais quasiment, quoi, dans le sens où c'est pas très important. Genre, si demain je fais un crowdfunding, je vais pas lever autant d'argent qu'un YouTuber qui a même peut-être 2 fois moins d'abonnés que moi, mais qui a une relation parasociale super forte avec ses abonnés. T'as déjà ouvert un Patreon ou un Tipeee ou un truc comme ça? Non, parce que je suis Ok. tellement un puriste que même l'argent des abonnés, je le veux pas. Waouh. Parce que j'ai pas envie d'être redevable de mes abonnés, en fait. Rends l'argent aux Ah, abonnés, putain. exact. Moi, j'ai vraiment rendu. Moi, je l'ai pas pris, en fait. Moi, j'ai pris 0 argent, donc je peux vous Ouais. rendre rien, quoi. J'ai rien à rendre à personne. Ouais, ok. Mais oui, c'est sûr que c'est ce que moi je regarde à mon niveau Bah aussi. Mais ouais, même, tu vois, nous, sur certaines collaborations, tu vas regarder l'impact. Donc, ça va être un facteur supplémentaire. bien évidemment. Mais tout ce que tu fais en dehors, même réussir à amener sur d'autres réseaux sociaux, t'en Bah parlais oui, tout à l'heure, bah tu vois, ça. d'amener sur Instagram Bah ouais. ou de mobiliser pour un certain projet, ça va être des faisceaux d'indices. Et naturellement, tu vas avoir tu vois, en faisant la mécanique inverse, de dire bah, parce que le type de contenu va provoquer une relation parasociale, tu vas dire ok, Mm. si jamais il y a un certain type de contenu, il y a Oui, plus bien de sûr. chances que ce soit favorisé aussi. Oui, bien sûr, s'ils font des Euh, vlogs ou quoi. Ouais, bien sûr. c'est ça, naturellement. Et en plus, surtout des vlogs ou ce genre de choses qui aujourd'hui sont des formats qui sont beaucoup moins YouTube friendly. Ouais. Et donc du coup, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que la personnalité en fait matche très bien avec l'audience, et même qu'en fait il y ait déjà une audience avant que ça commence à faire du vlog, quoi. Et même, je dirais peut-être la stabilité du nombre de vues. Genre, moi, mes vues, elles sont hyper volatiles. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ultra dépendant du sujet. Et parce que les gens, ils cliquent pas sur les vidéos pour moi, encore une fois, ils cliquent pour le sujet. Je reprends l'exemple de Seb, même si je pense que ses vues varient aussi en fonction des sujets, mais il a une espèce de base solide de. Il peut parler de MF Doom, qui est un rappeur que j'adore, hein, mais qui est un rappeur underground américain que personne n'écoute en France, et il va faire, je pense qu'il a fait 1 million de vues sur la vidéo. C'est lunaire. Et la seule explication à ça, c'est qu'en fait, bah, les gens, ils regardent parce que c'est Seb et parce qu'ils ont l'impression d'être potes avec Seb. Donc si tu vois un YouTuber qui fait 100 000 vues, quoi qu'il arrive, alors qu'il a, je sais pas, 150 000 abonnés, alors là, je peux te dire que la relation parasociale, elle doit être énorme. Ou alors que c'est un monstre pour choisir ses sujets, et voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est vrai qu'on en parlait avec certains créateurs, et même du coup ça rejoint ce que tu disais à un moment de
pas vouloir être dépendant du côté pécunier, mais en fait, c'est pour certains créateurs qui, pour beaucoup, sont retrouvés à maintenant vivre de leur passion, de réussir à retrouver une partie de moins de dépendance vis-à-vis de la plateforme, des codes, ce genre de choses. Et donc, du coup, d'arriver à avoir cette relation parasociale, parce qu'en fait, ça permettrait derrière de se dire, OK, je suis moins dépendant des codes de la plateforme, je peux plus aller sur des choses qui sont un peu à côté, et je sais que parce que les gens me suivent pour moi, ils me suivront quand même. Et du coup, tu as une plus grande liberté. Et même sur d'autres plateformes. Moi, je sais qu'encore une fois, demain, YouTube ferme. Bah, j'ai plus rien. Ton visage est connu, il y a une partie qui reviendra, tu vois. Évidemment, mais pas autant, quoi. C'est sûr. Que là, demain, un YouTuber qui a une relation Anime, c'est ce qu'il a fait. En fait, Anime, il a d'abord percé sur TikTok, et ensuite, il est arrivé sur Twitch, et les gens l'ont suivi sur Twitch parce qu'ils avaient une relation parasociale de fou avec lui, et du coup, ça lui a permis d'exploser sur Twitch. Moi, si demain je me lance sur Twitch, je fais pas les mêmes viewers qu'Anime, qui pourtant, quand il se lance, il vient de TikTok et c'est pas non plus une rockstar absolue. Il était connu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a super bien converti. C'est sûr. Pour cette raison. Et parce que le contenu aussi sur TikTok était assez proche de ce qu'il fait aujourd'hui sur Twitch. Donc la transition est plus simple que toi, où du coup, tu vas pas scripter tes lives, quoi. Non, mais je pourrais faire de l'analyse entre guillemets en direct de 100%. trucs. Mais j'ai pas le temps. Puis c'est pas forcément peut-être la volonté non plus. Ouais, bon, moi je trouve ça fun, j'en ai fait un peu, j'aime bien. Mais c'est vraiment pour le coup une question de temps. Enfin, je pense que tu connais bien la problématique, mais pour se lancer sur Twitch, il faut un nombre d'heures par semaine que je préfère dédier à mon sommeil. Ouais, bien sûr, non, je comprends. Je te remercie en tout cas, Adam, pour cet échange. Merci énormément à toi pour l'invitation. Et puis, je pense qu'on fera un autre épisode dans 2-3 ans, etc., pour parler un peu de l'évolution. Si jamais les gens ont jamais regardé ce que tu faisais, notamment sur YouTube, je pense qu'en termes d'analyse, de décrypter la plateforme, les mécaniques de relations parasociales, comment ça fonctionne, pour quelqu'un qui, je pense, n'a pas grandi avec comme nous, c'est une très bonne porte d'entrée en tant qu'annonceur, que créateur, que viewer. Je trouve que tu apportes cette démarche académique, universitaire, comme on disait, où en fait on sent que c'est très recherché, très travaillé. Ça se voit aussi en filigrane, on sent quand même que c'est du vécu, que t'as grandi avec ce monde-là et que maintenant tu prends un peu de recul dessus. Et t'apportes vraiment un œil qui pour moi manquait et qui justement c'est l'avantage aussi de ta position, d'être moins dans rentrer dans les codes de YouTube et d'être véritablement dans une analyse, dans de la recherche et dans une exposition de facts au maximum. Et ce qui fait qu'en fait je trouve ça très abordable. Donc j'invite les gens à aller regarder ça, à aller regarder ton podcast. Ouais, Frangin Vidéo Club, on parle de ciné toutes les 2 semaines. Voilà, avec du coup que tu animes avec ton frère, où vous parlez de une ou plusieurs œuvres à chaque épisode. Donc plus chill, si jamais ce format vous a plu, je pense que vous apprécierez Adam à ce niveau-là. Et puis si jamais vous avez un besoin... communication de crise, qui a un drama sur Twitter. On vous le souhaite en tout cas. C'est ça, c'est bien de finir sur cette vidéo. Vraiment, en tout cas, moi, tout ce que je peux souhaiter au public, c'est d'avoir une grosse crise à devoir gérer et d'être obligé de m'appeler. Vraiment, si possible, le plus au bord du gouffre possible. Comme ça, je vous soutiens un maximum d'argent. Le devis sera chargé. Exactement, parce que comme vous l'avez compris, c'est mon objectif prioritaire. Je suis sur Terre pour brasser. Donc, envoyez-moi des mails. Merci, Adam. Merci. Très cool.